Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orné-Juste. Cette semaine, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, on va faire un retour sur la performance du carrière des Alouettes Davis Alexander qui a fait tourner bien des têtes la semaine dernière lorsqu'il a ramené les Alouettes de l'arrière en deuxième demi pour l'emporter, toujours accompagné de Marc-André. Et on va faire un survol de la section sud de l'Association nationale du côté de la NFL, les camps d'entraînement au sud de la frontière, bat leur plein présentement. Toutes les équipes ont amorcé leur camp d'entraînement la semaine dernière. Et nous, on va poursuivre donc notre survol des divisions. Je vais également m'entretenir avec le receveur de passe québécois Xavier Gardez. Xavier qui joue pour l'Université East Tennessee State. La saison dernière, c'était sa première année avec cette formation. Il a connu une belle saison. Alors, on va lui parler de quels sont notamment ses objectifs en vue de la saison 2024. Les camps d'entraînement au niveau du football universitaire, autant canadien qu'américain, mais vont commencer au cours des prochains jours, puisqu'on est déjà, oui, à la fin du mois de juillet. Et comme à l'habitude, on va terminer l'épisode en beauté en jasant de fantasy football, toujours en compagnie de Marc-André Chaloux. Et aussi, je vais répondre à vos questions. Vous m'avez envoyé des questions via vidéo, des questions par courriel également. Alors, je vais y répondre un peu plus tard au cours de l'épisode. Mais tout d'abord, eh bien, jason Alouettes, puisque les Alouettes ont évité de perdre un deuxième match consécutif grâce au brio de Davis Alexander, Marc-André, en deuxième demi la semaine dernière. Montréal tirait derrière à la mi-temps. Il effectue une remontée spectaculaire alors que ça n'allait vraiment pas bien du côté d'attaque avec Caleb Evans. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on ne peut pas juste blâmer Caleb Evans, je crois, Marc-André, parce que les trois unités ont mal joué en première demi. On a accordé 100 verges au sol en première demi et les unités spéciales aussi, ça n'allait pas bien. L'attaque, ça n'allait pas bien du côté d'Evans. Mais au niveau de la protection aussi, des passes avaient été échappées par des receveurs de passes. Et puis, bon, finalement, Alexander s'est amené dans la mêlée en deuxième demi. Alors, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé justement là, de cette première demi du côté des Alouettes, la performance de Caleb Evans, notamment? Mais on avait parlé dans les dernières éditions du podcast, quand on s'en parlait, Didier, on se disait, tu sais, Corey Mays, Ryan Dinwiddie, puis Dave Dickinson, il y a un arbre là dans la Ligue canadienne. Mhm. Puis lors de la première demi, on voyait que, en tout cas, moi, je m'étais dit, on court contre les Alouettes, des courtes passes chez Patterson, c'est le même schéma, c'est la même stratégie que les Argonauts ont utilisé, que les Stampeders ont utilisé. Je me suis dit, on est en train de tomber dans le même piège du côté des Alouettes. Puis Caleb Evans, oui, c'est pas de sa faute. Certaines passes. Tyson Philpott n'a pas connu probablement selon moi, son pire match de la saison. En tout cas, une de ses pires premières demi de la saison, ça c'est sûr. Mais il faut dire que Caleb Evans, je l'ai trouvé quand même dans sa pochette. Je trouvais que sa prise de décision était vraiment déficiente. Je trouvais que, ben justement, Pierre Vercheval en parlait durant le reportage. Il disait souvent, tu sais, on déguisait les stratégies en défense côté des Rough Riders, puis ça semblait vraiment mêler le quart des Alouettes. Vraiment, j'ai trouvé qu'il n'a vraiment pas joué avec confiance. Honnêtement, j'étais pas surpris personnellement de voir Davis Alexander dans la mêlée lors de la deuxième demi parce que Mhm. je trouvais justement la prise de décision puis de Caleb Evans, ça faisait vraiment défaut face aux Riders. Ouais, c'est comme si Caleb Evans n'était pas en mesure de voir le terrain. Il n'était pas capable de déchiffrer ce que la défense des Riders lui offrait. Et écoute, on voit ses statistiques à l'écran, 9 en 17, 91 verges en première demi seulement. Il a également été victime d'un échappé. Et c'est le jour et la nuit si on compare ses statistiques, bien sûr, à celles de Davis Alexander, qui lui, du moment qu'il s'est amené en deuxième demi, il n'a pas perdu de temps. En fait, il a complété ses 12 premières passes. Il était 12 en 12 à un certain moment, dont 2 passes de toucher à Reggie White. Mais la prise de décision, comme tu l'as dit, Evans, il n'y avait pas d'hésitation de son côté. Il se débarrassait rapidement du ballon, ce qui aidait la ligne à l'attaque aussi, puis il a décoché à des passes précises. Donc, ça a vraiment été une remontée spectaculaire orchestrée par Davis Mhm. Alexander. Puis on l'avait vu faire ça il y a 2 ans lors d'un match préparatoire. Je me souviens, c'était au Cypress Formosa. Il avait ramené les Alouettes de l'arrière pour l'emporter à la fin du quatrième quart. Alexander, on savait qu'il était talentueux. La semaine dernière, il y a un de nos fans, de nos téléspectateurs qui regardent le podcast, qui me posait la question pourquoi on ne faisait pas jouer
Alexander? Pourquoi on n'avait pas donné le départ à Alexander plutôt qu'à Caleb Evans? Mais Alexander, encore une fois, j'en ai parlé avec Jason Mass lors de l'entraînement de lundi. Comme il disait, on a gagné 2 matchs avec Evans. Evans a plus d'expérience. Et ça a été serré entre les deux quarts, entre Evans et Alexander lors du camp d'entraînement. Davis Alexander avait vraiment connu un très bon camp d'entraînement, mais finalement, on a opté pour le statu quo du côté des Alouettes. Mais ce que j'ai aimé de la part de Jason Mass, Marc-André, c'est lorsqu'il a vu que Evans et l'attaque ne jouaient pas bien, ben, il n'a pas été entêté. Il a apporté un changement. C'est la raison pour laquelle l'entraîneur-chef, moi, je déteste lorsque les entraîneurs-chefs ne sont pas en mesure d'apporter des ajustements. On dirait qu'ils ont peur de prendre des décisions. Ben, Jason Moss, c'est pas son cas. On l'a vu lors du match à Coupe Grey, il avait été très agressif lors de la dernière séquence. Ben, encore une fois, il a fait preuve d'agressivité, mais c'est une agressivité qui est mesurée en avoir Caleb Evans dans le match, puis on a vu le résultat. Chose En certaine, envoyant plutôt Davis Alexander dans le match, oui. ouais. Chose certaine, Davis Alexander a saisi sa chance enfin. On peut pas vraiment faire une meilleure première impression que ce qu'Alexander a fait lors du dernier match. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. J'ai écouté ton reportage à RDS hier. Ben, on enregistre mardi, c'était lundi. On n'a pas voulu se commettre du côté de Jason Mass à savoir qui serait le quart partant lors du prochain match. Mais honnêtement, Ça c'est va être vraiment une Davis stratégie de Alexander. c'est une stratégie de vieux routier du football. Là. Je peux pas croire Ah qu'on ouais. qu'on va remettre Caleb Evans, là, ça fait juste pas de sens. Alors, une chose à part de Jason Mass, il est très constant. Il veut jamais nous donner des mises à jour sur les blessés, du moins nous donner des détails. Et ben, aussi, il veut jamais nous dire qui va jouer, qui ne va pas jouer. Mais écoute, on assiste aux entraînements. Encore une fois, lundi, Davis Alexander a pris la grande majorité des répétitions avec les partants. Et mardi, avec Cody Fajardo qui était présent à l'entraînement, les Alouettes ont d'ailleurs retiré de la liste des blessés de 6 matchs. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il était présent à l'entraînement en équipement, selon mon collègue Éric Leblanc du RDS.ca. Moi, j'étais pas à l'entraînement de mardi, mais ce que Éric m'a dit, c'est que, bon, Fajardo a pris aucune répétition avec l'unité partante, et c'est encore une fois Davis Alexander. Alors, il reste juste un entraînement à la semaine. Regarde, on peut déjà se dire là, qu'Alexander devrait obtenir le départ vendredi soir à Hamilton. Comme tu disais, bon, c'est difficile de faire une meilleure première impression. Mais souviens-toi, il y a eu des jeunes carrières des Alouettes là, qui avaient fait belle impression là, les premières fois qu'ils avaient foulé le terrain dans l'uniforme de l'équipe montréalaise, du moins lors d'une des premières fois. Tu remontes dans le temps, Tanner Marsh, souviens-toi, il avait Ah permis aux oui, Alouettes d'effectuer une remontée spectaculaire contre les Lions de la Colombie-Britannique au c'était Saperso un, Molson. c'était un peu comme le Oui, Brett Favre, la Ligue canadienne là, des Alouettes, un gunslinger, comme on dit en anglais. Là. ouais, Brett Favre a joué pendant 20 saisons, March peut-être OK. pendant 3, je ne sais pas. Mais il avait gagné son deuxième départ, puis après ça, bon, ça s'était écroulé. On avait renvoyé Justin Swander. Tu te souviens de Justin Swander, on avait renvoyé Swander comme carrière partant. Après ça, plus tard, il y Jonathan avait Raheem Crofton. Cato. Ouais, mais Jonathan Compton, mais au moins Compton, il a permis aux Alouettes de participer aux éliminatoires. Là, je parle tu sais, des cas qui ont juste eu un ou deux bons matchs, mais que les partisans et moi-même, on s'était emportés. Raheem Cato, je ne sais pas si tu te souviens de son premier départ contre les Stampeders Ouais. de Calgary. Il avait été magistral. On disait, ça y est, on a trouvé un successeur à Anthony Calvillo, on a trouvé le dauphin à Calvillo. Quelques semaines plus tard, écoute, bon, c'était déjà fini pour Raheem Cato. Il y avait même eu Antonio Pipkin qui avait mené les Alouettes à la Ouais. victoire contre les Argonauts du Toronto. Encore une fois, ces 3 matchs-là, ça avait eu lieu au Saperso Molson. Et puis après ça, bon, quelques semaines plus tard, ben, ça en était fini d'Antonio Pipkin comme carrière partant. Bon, Alexander, la situation est quelque peu différente. On sait que Cody Fajardo est l'homme de confiance avec les Alouettes. Après tout, il est le joueur par excellence en titre du match de la Coupe Grey. J'ai hâte à la rencontre de vendredi. Ça ajoute de l'intrigue à ce duel contre les Tiger Cats de Hamilton, parce que tout le monde veut voir quel genre de performance Davis Alexander va offrir. On dirait qu'on a pris notre temps avec Davis Alexander aussi. Ça fait longtemps qu'il est dans l'environnement des Alouettes. Tu sais, on n'a pas précipité son arrivée ou son départ. Tu sais, tu disais, on est à la recherche d'un sauveur depuis Calvillo là, dans les dernières années. Je trouvais qu'on envoyait des fois les cars assez rapidement dans la mêlée pour voir de quel bois il se chauffe. Même penser à Johnny Manziel, à Vernon Adams là, dans les dernières années, mais je trouve qu'on a vraiment pris notre temps avec Davis Alexander. C'est un gars qui a l'air d'avoir peux me tromper, je suis pas dans les entraînements, mais ça a l'air d'être un gars qui a une tête sur les épaules également.
qui sait où ce qui s'en va, qui a pris son temps, puis qui travaille fort. C'est ce que Jason Maas disait à l'entraînement cette semaine. Donc, c'est vraiment tout à son honneur. Écoute, on pouvait pas demander un meilleur début pour une meilleure personne, selon moi. Oui, écoute, un match ne fait pas une carrière, une demi Non. ne fait certainement pas une carrière également. Mais ce qu'il faut dire dans le cas d'Alexander, c'est que l'année dernière, il y a 2 ans, lors de sa première année, on voyait qu'il était talentueux. Il avait un bon bras. Mais l'année dernière, lorsque Jason Maas est arrivé, c'était difficile pour Alexander d'assimiler le cahier de jeu. Lui-même, il le disait, Jason Maas nous l'avait dit au cours de la saison dernière, lorsqu'on se demandait qu'est-ce qui se passait avec lui, pourquoi c'était Caleb Evans qui obtenait des départs lorsque Fajardo s'était blessé. Ben c'est ça, ça lui a pris un certain temps afin d'assimiler le cahier de jeu. Je me souviens que Jason Maas, lorsqu'on était à Saint-Jérôme lors du camp d'entraînement au mois de mai dernier, ben, il avait dit que c'était le jour et la nuit pour Davis Alexander, à quel point là, il maîtrisait le cahier de jeu comparativement à l'année dernière lorsque c'était la première année de Jason Maas, alors que Caleb Evans, lui, avait assimilé le cahier de jeu plus rapidement. En même temps, c'est normal. Evans, lui, il avait de l'expérience au niveau du football de la Ligue canadienne. Alors, ça explique pourquoi on a été patient du côté de Davis Alexander. Parce que je crois du côté de l'organisation des Alouettes, on reconnaît à quel point il est talentueux. Et ben, probablement, on avait Fajardo, donc il n'y avait pas de raison de l'envoyer dans la mêlée. On mise toujours sur Cody Fajardo, alors on va pouvoir toujours être patient. On va voir quand est-ce que Fajardo, lui, sera de retour au jeu pour les Alouettes. Oui, vas-y, tu as dire quelque chose? Non, pas du tout. Non, pas du tout, ok, que tu allais éternuer. Non, Peut-être, mais non, des deux, je sais pas. je m'en allais peut-être te faire basculer vers la défense ensuite. Là, je Ouais, ben préparais vas-y, le côté défensif du bascule-moi vers ballon. la défense. Ben non, mais c'est juste pour dire, vraiment, on a eu vraiment deux performances, deux matchs de la défense également. La défense qui, encore là, s'est fait piétiner au sol par Hickson, Frankie Hickson en première demi, puis par la suite, ça a été vraiment l'étincelle. En deuxième demi, la défense était méconnaissable dans le bon sens du terme. Donc vraiment, Didier, deux performances, deux demi, deux matchs, on dirait, pour la défense. C'est franchement ressaisi en deuxième demi. Ouais, puis on voit les autoroutes qu'il y avait là, pour le début à l'attaque des Rough Riders. La Saskatchewan, en passant, qui était privé des Joe Wallet, là, un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue canadienne, mais on déplaçait le front de la défense des Alouettes avec aisance en première demi. Puis, rappelle-toi, c'est exactement le même scénario qu'on avait vu quelques semaines auparavant contre les St. Peters de Calgary. Mhm. Calgary avait gagné, quoi, je crois, c'est 183 verges au sol là, de cette rencontre, mais en particulier en première demi. On avait très bien couru du côté des St. Peters, mais là, en deuxième demi, les Alouettes s'étaient mis à beaucoup mieux jouer défensivement. On dirait sur un copier-coller d'une certaine façon de ce qu'on a vu la semaine dernière. Parce qu'en plus de ça, la défense des Alouettes a blanchi les Riders en deuxième demi. Alors, on va voir ce que ça va donner à Hamilton vendredi soir. Ça, c'est la prochaine rencontre des Alouettes au terrain Tim Hortons. Les Tiger Cats ne sont pas à prendre à la légère. Parce que là, Hamilton a de la confiance. Les Tiger Cats ont gagné leurs 2 derniers matchs. Bolivar Mitchell a complété 5 passes de toucher la semaine dernière. Bon, il faut dire que c'était contre Edmonton. Et pour du côté des Hearts, il n'y a rien qui fonctionne. Là. Rien ne va plus. C'est vraiment c'est horrible qu'est-ce qui se passe. C'est pas beau à voir. Mais tout ça pour dire. Alors, c'est un premier départ par Alexander Marc-André en territoire hostile cette saison. Il avait obtenu un départ à Toronto lors du dernier match de la saison il y a quelques années. Mais bon, le classement était déjà décidé. Mais là, un match de section contre des rivaux de la même division, Hamilton, foule bruyante, on est en confiance du côté des Tiger Cats, comme je le disais. L'espoir renaît chez les partisans après avoir vu leur équipe connaître un mauvais début de saison. Alors, j'ai bien hâte de voir la performance qu'Alexander va offrir contre la défense des Ticats, qui, soit dit en passant, a été très généreuse depuis le début de la saison. Ça serait le fun, Didier, je sais pas ce que tu en penses, mais ça serait le fun que le jeu au sol se mette en marche, qu'on ait davantage de courses. Ça l'aiderait peut-être notre jeune corps à connaître du succès. On n'a vraiment pas été efficace encore une fois contre les Rough Riders au sol. En fait, on n'a pas d'occasion au sol. On est vraiment axé sur la passe du côté des Alouettes. Je sais pas si un jeu au sol plus soutenu pourrait peut-être venir en aide à Davis Alexander, qui, tu l'as dit, contre une défense, celle des Ticats, qui est quand même assez permissive. Merci. Ouais, il y a eu quelques matchs depuis le début de la saison où le jeu au sol a fonctionné du côté des Alouettes. Il y a d'autres matchs, comme tu viens de le souligner, comme la semaine dernière, où est-ce que on a été moins productif, mais il ne faut pas oublier les passes à Walter Fletcher, Marc-André. Ces passes-là, au porteur de ballon sortant de champ arrière,
ça compte comme des courses. Les passes-pièges aussi aux receveurs extérieurs, ça aussi, ça compte comme des courses d'une certaine façon. Pas au niveau des statistiques, mais c'est un peu la même chose que l'identité de l'attaque des Alouettes, c'est clair que c'est l'attaque aérienne. Là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi aussi, j'aimerais voir plus de production de la part du jeu au sol, mais les petites passes à Fletcher, ben, on les oublie, puis ça compte comme des courses d'une certaine façon là, lorsqu'on prend du recul et qu'on regarde ça à tête froide. Ben, écoute, Marc-André, on va prendre une petite pause, puisqu'il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le receveur de passe de l'Université East Tennessee State, le receveur québécois Xavier Gaillardez. Toujours un plaisir d'avoir l'occasion de recevoir Xavier au podcast. Alors, avant de commencer notre survol de la section sud de l'Association nationale, ben, écoutez cette entrevue qu'on a préparée pour vous. On va maintenant se transporter du côté du sud de la frontière, plus précisément dans l'État du Tennessee, où le receveur de passe de l'Université East Tennessee State, Xavier Gaillardez, est là. Xavier, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi de m'avoir. C'est un honneur d'être ici encore puis de te parler. Donc, merci à toi de m'avoir. Ben oui, c'est vrai, je t'avais interviewé l'année dernière, ça fait un an, c'était avant le début de la saison, puis il semble que tu as connu une très belle saison à East Tennessee State. Tu as notamment inscrit le premier touché de ta carrière. Donc, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, dis-nous là, comment s'est déroulée ta deuxième saison à l'Université East Tennessee State. Ouais, exact. Donc, dans le fond, ma première saison a été une saison d'adaptation. Donc, cette saison-là, j'ai redshirt, comme on dit. Donc, j'ai pas touché au terrain. Donc, cette deuxième saison, j'ai eu des opportunités que j'avais pas eu à ma première. Donc, j'ai touché au terrain beaucoup. J'ai parti 8 de nos 11 games. J'étais un retourneur de beauté, donc j'ai joué sur les unités spéciales. J'ai inscrit 3 touchés dans la saison, donc ça a bien été. Euh, donc là, on va vraiment construire là-dessus, puis aller faire d'autres petits pas, puis viser des objectifs plus gros à ma troisième saison, là. Ouais, être redshirt, tu sais, c'est pas facile. Bon, on fait partie de l'équipe d'entraînement essentiellement. On ne joue pas, on fait tout, on s'entraîne, on participe à toutes les activités de l'équipe, mis à part les matchs. Ça peut être difficile, mais dis-moi, comment cette saison-là, en tant que redshirt, t'a aidé justement lors de ta deuxième année? Ouais, donc tu peux le voir de deux façons. Tu peux être découragé, peut être frustré de pas jouer, ou tu peux voir comme une année vraiment pour t'entraîner, pour profiter du temps où tu n'es pas en train de voyager avec l'équipe, pour travailler sur des drills à ta position, pour avoir plus de temps pour faire tes devoirs. Donc, il y a vraiment deux côtés à la médaille. Puis moi, j'ai choisi cette saison-là vraiment pour travailler sur moi-même, aller m'entraîner, tout ça. Donc, quand ma deuxième saison est arrivée, j'étais prêt. Donc, ça a vraiment été une saison qui a été bénéfique pour moi. Puis, sur le long chemin, c'est une saison de plus que j'ai à être à l'école, à rencontrer des gens, à m'entraîner. Donc, pour moi, ça a été une saison très bénéfique. Ouais, puis tu étudies en quoi encore? Rafraîchis-moi la mémoire. Je me souviens, tu m'avais Euh, dit l'année j'étudie, dernière. j'étudie en sports management. Oui, OK. Ah, tout comme Benoît Saint-Just. Exact, Qui ouais, étudie, ouais, exact. dans le même domaine. Ah, ben, super. Puis du côté de l'école, comment ça se déroule pour toi? C'est une transition qui a été facile pour moi du prep school. L'anglais, pour moi, c'était pas un problème. Donc, c'était de m'habituer à un nouveau programme qui est Sports Management. Mais c'est un programme qui est très intéressant pour moi. Je reste dans le domaine du sport. J'apprends différentes stratégies de marketing, de vente et tout ça. Donc, c'est des choses intéressantes, ce qui rend ça facile pour moi d'apprendre dans ce domaine. Ouais. Est-ce que de faire carrière dans la NFL, j'imagine, ça fait partie de tes objectifs? Évidemment, ça serait le plan de jouer au football le plus longtemps possible. Euh, mais ils disent la NFL, c'est not for long. Donc, c'est toujours bon d'avoir un plan pour après. Puis, idéalement, comme j'ai dit, rester dans le monde du sport, que ça soit comme agent de joueur, que ça soit comme coach, comme préparateur physique, quoi que ce soit. J'aimerais ça, ouais. Ouais, ben écoute, je te le souhaite, mais je te souhaite tout d'abord d'avoir une carrière, d'être en mesure de te rendre jusque dans la NFL, d'abord et avant tout. Alors là, c'est la période de l'été, période de préparation de physique. Dis-moi, quels sont tes objectifs en vue de la prochaine saison? Parce que
quand même, l'année dernière, c'était la première saison au cours de laquelle tu obtenais du temps de jeu. Comme tu disais, tu as été en mesure d'inscrire 3 touchés. Donc, tu as démontré que tu avais ta place à ce niveau de calibre de jeu. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape pour toi, Xavier, à l'automne? La prochaine étape, c'est de devenir plus fort, plus rapide, plus explosif, de développer mon game IQ, dans le fond, d'apprendre plus sur ma position, d'apprendre à lire les défenses, tout ça. Autant physique que c'est mental aussi. Donc, dans le fond, c'est d'améliorer tous les aspects. Puis, comme tu as dit, de bâtir sur ce que j'ai fait l'année dernière, puis faire des choses encore plus grandes cette année. Donc, c'est ça l'objectif. C'est quelque chose qui requiert que chaque jour je travaille, que ça soit dans mon playbook ou sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez exigeant, mais c'est quelque chose que j'aime. Donc, pour moi, c'est pas tellement un sacrifice. C'est quelque chose que j'aime faire. Donc, chaque jour, euh, chaque jour, je travaille. Ouais, ben ça, c'est vraiment super. Puis il perd jamais cette attitude-là là, face au travail, là, parce que ça arrête jamais. Il y a toujours un autre défi, un autre accomplissement à faire. Dis-moi, est-ce que tu as des joueurs favoris du côté de la NFL que tu regardes, que tu essayes, pas d'imiter, mais de t'inspirer, là? Quels sont tes joueurs favoris que tu aimes regarder à l'œuvre, que tu aimes voir à l'œuvre, plutôt? Je te dirais, à ma position, c'est sûr que j'essaie de bâtir un receveur idéal, un receveur parfait dans ma tête. Donc, je vais prendre certains aspects d'un joueur, des autres aspects d'un autre. Mais si je regarde les individuels complets, j'aime le jeu à Jamar Chase. J'aime comment il attaque la balle, comment il a des mains fortes. Puis, un coup qu'il a le ballon dans les mains, il court comme un porteur de ballon. C'est un receveur qui est extrêmement bon après l'attraper. Donc, j'essaie de prendre ça de lui. Un autre que je suis énormément qui arrive en fin de carrière, c'est Julio Jones. J'adore comment il court ses tracés, j'adore comment il est capable d'être en pleine vitesse puis d'arrêter comme ça. Donc, ces deux joueurs-là, je te dirais, leur jeu, c'est ce que je regarde. Ouais, vraiment pas des mauvais choix, hein. Julio Jones, jusqu'à ce jour, c'est un des joueurs de football les plus impressionnants que j'avais vu en personne. J'avais joué en personne à quelques reprises. Je me souviens spécifiquement, c'est un match à Philadelphie. C'est le premier match de la saison. Puis les Eagles recevaient les Falcons. Ça, c'était quand Julio Jones était au sommet de son art. Puis Xavier, de le voir en action lors de l'échauffement, de voir son physique, premièrement, dès que tu le voyais physiquement, il était tellement imposant pour un receveur de passe. Mais là, comme tu l'as dit, quand il se mettait à courir des tracés de passe, malgré le fait qu'il mesure pas, Julio Jones, je crois que c'est 6 pieds 3 pouces, de 210, 215 livres environ. Il courait ses tracés de passe pratiquement comme s'il était un receveur de 5 pieds 8, 190 livres. À quel point c'était fluide, les changements de direction pour un gars de son gabarit. C'était vraiment très impressionnant à voir. Exact. Souvent, je regarde les vidéos sur YouTube de lui en entraînement, ses meilleurs jeux, ses meilleurs tracés, tout ça. J'essaie de prendre des tips de ce que les gars Ouais. font. Puis au lieu de perdre mon temps sur d'autres réseaux sociaux, sur TikTok et tout ça, j'aime regarder YouTube, j'aime regarder des vidéos de football, de prendre des répétitions mentales, puis après d'aller sur le terrain puis essayer de faire ce que ces gars-là font. C'est quelque chose que j'aime faire dans mes passes. Ouais, mais écoute, c'est vraiment une très bonne habitude. Puis je sais qu'il y a plusieurs jeunes footballeurs qui regardent le podcast ou qui l'écoutent. Puis j'espère qu'ils prennent ça en note, là, tu sais, parce que c'est une bonne façon de s'améliorer, comme tu dis, d'avoir des répétitions mentales juste en regardant les pros, les meilleurs à leur position, les voir comment ils s'entraînent, comment ils sont, tu sais, les techniques qu'ils emploient sur le terrain. Moi, je me souviens lorsque j'étais à l'université, bon, ça fait longtemps, là, mais quand même, notre entraîneur de position nous montrait souvent des vidéos lors des entraînements, parce que bon, les équipes universitaires avaient accès aux vidéos des séances d'entraînement des équipes de la NFL, donc notamment des Buccaneers de Tampa Bay, puis à l'époque, ils misaient sur Warren Sapp, il y avait les Vikings du Minnesota qui avaient John Randall, deux plaqueurs, deux joueurs de ligne défensive. Ils nous montraient ça pour nous montrer comment les gars travaillaient lors des séances d'entraînement. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose qu'on voit pas. Naturellement, on voit juste le produit final lors des matchs. Mais c'est tellement... euh, c'est très motivant de voir ces joueurs-là, de la façon qu'ils s'entraînaient. Puis après ça, lorsque tu arrivais sur le terrain d'entraînement, tu disais, ben écoute, je dois te donner ma pleine mesure parce que c'est ce que John Randall et Warren Sapp font. Donc, c'est pas juste les matchs, hein. Exactement. Exactement.
Ah ben ça, c'est super. Écoute, Xavier, je vais te laisser y aller. Je te remercie encore une fois de m'avoir consacré de ton temps. Je souhaite d'avoir absolument une très belle saison 2024, d'avoir des bonnes notes dans tes cours. Et puis nous, on va te suivre, ça c'est certain, au niveau du podcast le Sac du Cœur. On espère pouvoir montrer certains de tes faits saillants au cours de la prochaine saison. Excellent, merci de ton temps aussi, Didier. C'est toujours un plaisir de te parler. Donc, on se tient au courant, puis j'ai bien hâte de te reparler. Encore une fois, merci à Xavier Gardez, receveur de passe pour l'Université East Tennessee State. On lui souhaite d'avoir un excellent camp d'entraînement et également toute une saison à 2024. Alors, on va maintenant se tourner du côté de la NFL, mais avant de faire notre survol de la section sud, Marc-André, il y a des choses qui ont retenu l'attention au niveau de l'actualité de la NFL la semaine dernière, notamment au niveau des carrières. Ben oui, Didier, c'est un quart. Les quarts dans la NFL, là, il y en a certains qui vont pouvoir cotiser en masse dans leur REER prochainement. Je parle, à tout commencer par Jordan Love. C'est vraiment une nouvelle qui était vraiment la plus intéressante parce qu'il est devenu le quart le mieux payé de la NFL. Jordan Love, pour une De toute demi-saison, l'histoire de la Ligue. Didier, de toute l'histoire, en plus, pour une demi-saison, puis Rien on de moins. s'entend, ça n'a pas été facile, Jordan Love, en première moitié de saison. C'est vraiment en deuxième moitié de saison et en éliminatoire qui a vraiment été très bon. C'est beaucoup d'argent, Didier, pour Jordan Love. Je veux dire, moi, je suis un peu sceptique de cette décision-là de la part des Packers. Je sais pas toi. Ben, moi aussi, je suis un peu sceptique parce que surtout que l'échantillon, comme tu viens de le dire, n'était pas très grand là, du côté de Jordan Love. L'année dernière, c'était sa première saison à titre de carrière partant. En première moitié de saison, ça a été difficile pour lui. Là, en deuxième moitié de saison, statistiquement, il avait été un des meilleurs quarts de la NFL. Il jouait très bien. Écoute, les Packers sont allés à Dallas. Ils ont causé de belles surprises en écrasant les Cowboys. Ben, la semaine d'après, contre les 49ers de San Francisco, ça avait été plus pénible pour Jordan Love. Hein. Il avait été victime d'une interception pour terminer la rencontre tard au quatrième quart. Donc, moi aussi, écoute, c'est pas mon argent. Mais premièrement, tout d'abord, je ne possède pas ce genre de fortune afin de la donner à un joueur de football. Mais j'aurais préféré plus de patience du côté des Packers. Mais en même temps, les Packers connaissent bien Jordan Love. Ils l'ont repêché, ils l'ont développé et ils le voient travailler quotidiennement au centre d'entraînement de Green Bay. Donc, clairement, ils ont confiance en lui. C'est la raison pour laquelle ils l'ont récompensé avec ce contrat. Mais j'ai hâte de voir ça dans un an, dans 2 ans, parce que, encore une fois, il vient de toucher le gros lot pour une bonne deuxième moitié de saison là, seulement. Ça n'a pas été une saison complète. Alors oui, j'ai trouvé qu'on s'est empressé du côté des Packers. Je pense qu'il y a un côté aussi du côté des Packers de famille, d'esprit de famille. On a un jeune groupe de receveurs, un jeune corps, on est une jeune équipe en attaque, une jeune équipe tout court, côté des Packers, donc on va grandir ensemble. Je pense que c'est ce petit côté-là de reconstruction là, qui est bien entamé, même qui arrive peut-être à terme du côté des Packers. On a repêché un jeune porteur de ballon aussi qui va potentiellement prendre l'ascendant après le contrat de Josh Jacobs. Donc, j'ai bien hâte de voir. Fait que vraiment, ce côté-là, c'est de grandir ensemble, de garder un bon noyau également de jeunes vétérans. Je pense que de toute façon, Jordan Love, s'il avait signé dans 2, 3 ans, il aurait signé à plus haut prix encore. Donc, aussi bien de signer maintenant. Même chose pour Tua Tagovailoa, le quart des Dolphins de Miami, Didier. Lui, on a, comme tu dis, lui, on a un meilleur échantillonnage dans son cas, mais c'est sa santé qui inquiète toujours. Oui, l'année dernière, il a joué une saison complète. Il avait fait comme on dit, il a fait des leçons de tai chi ou de Le taekwondo ou Jiu-Jitsu, apprendre le comment Jiu-Jitsu. jiu-jitsu, apprendre comment tomber. Mais force est d'admettre que c'est beaucoup d'argent pour toi, qui est quand même, selon moi, euh, peut-être pas encore un corps élite dans la NFL. Ben, toi, sera jamais un carrière élite. C'est un bon carrière. Mais est-ce qu'il va devenir un grand quart? Je crois qu'on en a assez vu là, pour dire que non. Parce qu'il ne faut pas oublier que toi, avec le duo de Tyreek Hill et de Jalen Waddle, ben, ça l'aide grandement. Là. Le système également de Mike McDaniels l'aide beaucoup, mais il exécute le système très bien. Mais toi, on voit qu'il y a certaines limites. Et puis les Dolphins de Miami qui sont jamais en mesure de gagner en fin de saison aussi.
Tua joue tout le temps mal lorsqu'il joue, lorsque les conditions sont difficiles. Je parle la température, lorsqu'il y a de la pluie, par temps froid aussi, il n'est pas à son mieux. Mais quelle autre option qu'on avait toutefois du côté des Dolphins de Miami? Tu as amené un bon point. Tua, un historique de commotion cérébrale. Alors, une chose qu'on ne sait pas, c'est au niveau du contrat, là, c'est certain que les Dolphins doivent s'être protégés. Pour si jamais là, Tua, aux 4 matchs de la saison, là, subit une autre commotion cérébrale, et puis peut-être que ce sera la fin de sa carrière. Là. Je sais, là, c'est le pire scénario possible, puis d'aucune façon je souhaite d'assister à ça. Mais je suis certain que les Dolphins, eux, se sont protégés au niveau du contrat pour pas être pris à devoir lui payer tout le restant de son contrat si jamais il devrait prendre sa retraite en raison de commotion cérébrale. Parce qu'il faut oublier, il y a 2 ans, il avait subi 3 commotions en une saison. L'année dernière, il est arrivé, il avait pris, comme tu l'as mentionné, des cours de Jiu-Jitsu pour apprendre à mieux tomber, mais aussi, il est arrivé, puis il avait pris de la masse musculaire. Souviens-toi, il était plus Mhm. gros afin d'être en mesure de mieux résister au plaqué. Là, cette année, ben, il est arrivé au camp d'entraînement, puis il avait perdu du poids. Donc, est-ce que ça, le fait qu'il avait pris du poids, ça l'a aidé l'année dernière à ne pas subir de blessures? Là, il a perdu ce poids-là, donc j'ai bien hâte de voir ça du côté de toi et des Dolphins. Puis Trevor Lawrence également a signé un contrat, lui aussi, une prolongation de contrat. En fait, on s'est relancé la balle du côté des carrières de la NFL. Lawrence, puis Tua, plus Jordan, même Tua et Jordan Love, c'était quasiment à 2 heures, 3 heures Ouais. d'intervalle les deux. Puis Trevor Lawrence, ça c'est impressionnant parce qu'il a vraiment pas connu une bonne saison. On se demande même si c'est euh, un corps rempli de promesses lorsqu'il est sorti de l'université Clemson, mais on se demande vraiment si c'est un corps qui va remplir vraiment le potentiel qu'on lui voyait lorsqu'il est sorti de l'université parce qu'il n'a vraiment pas connu une bonne saison. La saison d'avant, c'était très ordinaire aussi. Puis la saison, à sa première saison avec Urban Meyer, ben, il faudrait vraiment l'acheter au vidange aussi. Donc, vraiment tout à prouver, Trevor Lawrence, mais maintenant, il peut se prouver et prouver au monde entier tout en étant un sacré millionnaire. Ouais, on a bien de voir ça du côté des Jaguars. Les Jaguars qui ont déçu l'année dernière. Ils avaient très bien commencé la saison, puis la deuxième moitié de saison a été désastreuse parce que finalement, on a raté les éliminatoires. Mais oui, la pression est sur Trevor Lawrence. Il n'y a pas d'excuse. Il a le gros contrat en poche. Il se doit de produire plus qu'il ne l'a fait la saison dernière. C'est aucun doute là-dessus. Mais écoute, on va commencer maintenant notre survol de la section sud de l'association nationale. On va y aller avec l'équipe qui a terminé au dernier rang. Si tu veux bien, on va jeter un coup d'œil au classement de la saison 2023 du côté de cette division afin de nous rafraîchir la mémoire. Souviens-toi, c'est comme si personne voulait terminer en première position. Là. Ça s'est joué Mhm. entre les Buccaneers, les Saints et les Falcons. Et finalement, ben, Tampa Bay a accédé aux éliminatoires avec une fiche identique que celle des Saints, 9 victoires et 8 défaites. Et les Panthers, eux, se sont mérités le tout premier choix du repêchage. Ah non, c'est vrai. On a complété une transaction l'année d'avant avec les Bears de Chicago. On leur avait donné notre choix de première ronde. On a fini avec une fiche de 2-15, la pire formation de la NFL. On n'avait pas de choix de première ronde. On a tout misé. On a mis tous nos jetons au milieu de la table pour Bryce Young. Eh, savais-tu, Didier, que les Panthers ont été la première équipe, attends, je l'ai noté pour être bien sûr de qu'est-ce que je le dis correctement, la première équipe à échanger son choix de première ronde, qui est devenu le premier choix au total l'année suivante, depuis les 49ers en 1979. Puis en 1980, ça a été les débuts d'un quart recru qui s'appelait Joe Montana avec un nouvel entraîneur, Bill Walsh. Je dis ça, je dis rien, mais est-ce que les Panthers de la Caroline avec Dave Canales et Bryce Young à sa deuxième année pourraient entrer dans la légende comme les Niners des années 80? Je pense pas, non. Non, non, ben écoute, Joe Montana, premièrement, il avait été un choix de troisième ronde. Il n'avait pas été le tout premier choix du repêchage. Ouais. Joe Montana, mais tout comme Bryce Young, on disait que Joe Montana n'était pas assez imposant physiquement. Et puis, bon, on connaît la suite, hein, 4 bagues du Super Bowl pour Joe Montana. Mais tu fais bien de mentionner le nom de Dave Canales, qui est le nouvel entraîneur-chef des Panthers à Caroline. On dit de lui qu'il est un gourou des carrières. Ça reste à voir. La saison dernière, toutefois, ça, il n'y a aucun doute. Il était coordinateur à l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay et Baker Mayfield a connu une bonne saison. Il a permis aux Bucks de participer aux éliminatoires. Avant ça, il était l'entraîneur des carrières avec les Seahawks de Seattle et il a aidé justement à Geno Smith à connaître ses meilleures saisons
dans la NFL. Alors, on espère qu'il sera en mesure de relancer la carrière de Bryce Young. Alors, on a été actif au niveau du marché des joueurs autonomes durant la saison morte du côté des Panthers à Caroline, justement, afin de mieux entourer, de rehausser le niveau de talent autour de Bryce Young. On a notamment complété une transaction avec les Steelers de Pittsburgh pour amener le receveur de passe Deontay Johnson en Caroline. Et aussi, on a mis sous contrat deux gardes, Robert Hunt, ancien des Dolphins de Miami, et Damien Lewis. Puis ça, c'est important, Marc-André, parce que Young ne mesure que 5 pieds 9 pouces et il doit avoir une bonne protection au centre de la ligne à l'attaque pour lui permettre de voir, pour pas que les joueurs de ligne à attaque se fassent reculer dans son visage, qu'ils soient en mesure de voir les receveurs de passe, mais même à 5 pieds 9 pouces, hein, de voir par-dessus les joueurs de ligne à attaque qui mesurent 6 pieds 4, 6 pieds 5 pouces. Ça c'est pas évident, là, même si ils se font pas reculer. C'est vraiment deux acquisitions clés du côté des Panthers, selon moi, celle de Robert Hunt et de Damien Lewis, parce qu'on avait vraiment une ligne à l'attaque épouvantable l'année passée, mais épouvantable. On a accordé. Mm. Bryce Young a été victime de 62 sacs du corps la saison dernière. Oui, il n'a pas été bon, Bryce Young. Oui, il a terminé dernier pour les verges par passe tentée. Il a été dernier pour la cote d'efficacité dans la NFL également, mais il n'avait aucun soutien de sa ligne à l'attaque. Donc, on a vraiment mis l'accent là-dessus, puis je pense que c'est une bonne idée. Puis on a également cherché à l'entourer. On a vu, on a repêché Xavier Leggett, le receveur de passe. On a parlé de Deontay Johnson. On a également repêcher Jonathan Brooks, qui ne devrait pas commencer la saison, mais de qui on dit qu'il est un porteur de ballon, un game changer, hein, qui pourrait en lui seul changer l'allure d'un match, qui est un excellent porteur de ballon, très talentueux. Donc, j'ai bien hâte de voir. Je pense qu'on je dis pas que les Panthers vont gagner le Super Bowl, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Si la stratégie de Dave Canales fonctionne, ben, je vois les Panthers vraiment connaître une meilleure saison que l'année dernière. Puis déjà, on le voit, Canales mettre son empreinte Ça sera pas difficile. Deux victoires. son, em- ouais, son empreinte au camp d'entraînement. Il a conseillé à Bryce Young de décocher ses passes plus rapidement. Je lisais là-dessus. Je trouve ça intéressant. Bref, déjà, on voit qu'il apporte des modifications pour aider Bryce Young. Donc ça, je trouve ça intéressant de la part des Panthers de la Caroline. Donc, j'ai bien hâte de voir pour la suite. Parce qu'on va se le dire, la division est quand même faible. Donc, deux victoires, je dis pas qu'ils vont en gagner, qu'ils vont jouer pour 500, mais on peut peut-être penser qu'ils vont en gagner peut-être 3-4. On le double. Ouais, j'ai hâte de voir leur unité défensive, hein, parce qu'il y a eu plusieurs départs, puis des joueurs euh, qui étaient des bons joueurs. Il y a notamment le chasseur de corps Brian Burns, qui se retrouve maintenant avec les Giants de New York. Frankie Louvu, secondaire de ligne, qui était partout sur le terrain. Ça, c'est un bon joueur de football également. Jeremy Chin, Marauder. Donc, c'est ça, j'ai hâte de voir, là. Il semble là, qu'on s'est vraiment concentré sur l'attaque durant la saison morte, clairement du côté des Panthers. On mise tout là, sur Bryce Young. On se dit, écoute, si ça fonctionne pas avec lui, ben, ça sera pas parce qu'on ne l'aura pas bien entouré. Mais une chose qui aide ton carrière, c'est si tu n'as pas marqué 30-35 points pour gagner des matchs. Et puis là, la Mhm. défense des Panthers, elle me semble être affaiblie. Alors, que pensent les partisans des Panthers après la saison morte? Le camp d'entraînement est entamé maintenant. C'est la saison numéro 2 de l'ère Bryce Young. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Ben, écoute, ouais, on continue là en vouloir l'ancien régime des Panthers, en fait. Pas l'ancien régime, c'est oui, l'ancien régime, puisqu'on a changé de Mhm. DG, qui avait changé de repêchage, finalement, pour repêcher Bryce Young aux Bears de Chicago. Alors, la question pour moi, en vue de la saison 2024 des Panthers à Caroline, c'est simple, Marc-André. Est-ce que Bryce Young pourra prouver qu'il n'est pas un flop? Parce que l'année dernière, c'était vraiment pas beau à voir ses performances, les performances de l'attaque en général. On disait de Bryce Young, lorsqu'il est sorti des rangs universitaires, qu'il avait quand même un quotient intellectuel, un IQ de football assez élevé, puis on dirait qu'il a tout perdu ça l'année passée. Ses décisions étaient mauvaises. Je ne sais pas qu'est-ce qui clochait dans son cas. Puis après ça, veux pas, ça fait boule de neige. Quand tu prends la mauvaise décision, ben, la confiance est affectée. Puis par la suite, ben, tu connais une saison dans le genre que Bryce Young a connu l'année dernière. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que Dave Canales va pouvoir ressusciter Bryce Young, comme il l'a fait avec Geno Smith, puis Baker Mayfield. Et savais-tu, Didier, que lors de 19 des 20 dernières saisons dans la NFL, il y a au moins une équipe
il est passé de la dernière à la première place dans sa division la saison suivante. Est-ce que c'est les Panthers cette année? Selon moi, non. Mais je veux juste te dire que ça arrive plus souvent qu'on le pense. Ouais, écoute, j'aurais le goût de dire non, absolument non, qu'ils ont aucune chance, mais souviens-toi, par date l'année dernière, on pensait pas grand-chose des Texans du Sud. En fait, les Texans, c'est un peu comme les Ouais. Panthers. Et puis, ils ont terminé au premier rang de la section Sud de l'Américaine. Alors, dans la NFL, il y a des revirements qui se font rapidement. Il y a toujours des équipes qui connaissent de bonnes saisons, puis on les voit pas venir. Est-ce que ça pourrait être les Panthers? Personnellement, je ne crois pas, mais rien n'est impossible du côté de la NFL. Puis ça nous permet justement de faire le pont avec plus ou moins combien de victoires pour les Panthers de la Caroline en vue de la saison 2024. Là, le fameux over-under. Tu le vois, la barre n'est pas très haute. Hein? On disait tout à l'heure seulement Ouf. 2 victoires pour la Caroline. Alors, 5 victoires et demie, plus ou moins pour Bryce Young et les Panthers en 2024. Je disais tantôt que je les voyais doubler leur total de victoires de l'année passée. Donc, 5,5, je vais dire moins. Ils vont se rendre à 4. En 4 victoires, ça serait effectivement une amélioration pour les Panthers de la Caroline. Juste faire différent de toi, je vais y aller avec 5 victoires, mais moins que 5 et demi pour la Ouais. Caroline. Et puis, on le voit à l'écran, depuis leur arrivée dans la NFL en 1995, tu verras qu'il y avait eu 2 équipes d'expansion cette année-là, les Panthers et les Jaguars de Jacksonville. Ben, du côté des Panthers, on a eu seulement 7 saisons gagnantes sur 29. Imagine-toi, du côté de la Caroline. Alors, je pense pas qu'on va avoir une 8e saison gagnante, une 8e saison avec une fiche au-dessus de 500 en 2024. Du côté de la Caroline, il y a eux et les Patriots de Nouvelle-Angleterre, je crois, qui sont favoris afin de terminer avec la pire fiche de la NFL et d'avoir le premier choix du repêchage en 2025. Quelques bonnes saisons avec Jake Delhomme, quelques bonnes saisons avec Cam Newton, Mhm. puis le reste. Ouais, c'est pas mal ça. On a vu une bonne saison avec Kerry Collins à l'époque. Oh oui. C'est ça, justement, Collins avait été, je pense, il avait été le premier choix de première ronde des Panthers. J'ai goût de te dire que oui, ancienne carrière de Penn State, puis on avait réussi Ouais, à avec participer les aux Giants éliminatoires très ensuite. tôt. Ouais, ça, il avait joué avec les Giants ensuite, les Ouais. Raiders. Bon, là, il avait roulé sa bosse. Mais avec les Giants, il avait mené les Giants à une participation au Super Bowl contre les Ravens de Baltimore. Ça, c'était à la suite de la saison 2000. Bref, les statistiques ne manquent pas. On n'a pas beaucoup de succès en Caroline depuis l'arrivée des Panthers, mais toutefois, on va rénover le stade à coût de 800 millions de dollars. Je disais ça il y a quelques semaines, ça a été approuvé par la ville de Charlotte. Et je crois que le propriétaire David Tepper va mettre un peu d'argent de sa poche, je crois. Ah, 800 millions de dollars les rénovations au stade des Panthers. si on voulait faire 3 heures de podcast, on pourrait parler de David Tepper longuement. Quel personnage, Ah, quand même. je pensais que tu allais dire qu'on pourrait parler du 800 millions de dollars pour rénover le toit du stade olympique à Montréal. Ça, c'est une Et, autre histoire. Ça et, aussi, on pourra en parler longtemps. et le stade en Caroline, si les billets se vendent au prix de l'année dernière, là, en fin de saison, c'était quoi? C'était Ouais, 25 sous. Ça va être long pour ouais, rembourser quelque chose comme la ça. facture. Ouais. Et Pour malgré rembourser tout, la ils n'avaient facture, pas ça fait risque ça d'être con. long. C'est ça. Mais c'était un match genre Panthers, je me souviens pas contre qui, là, mais c'était pas. C'était 2 équipes Ça, éliminées c'est pas depuis longtemps. fameux. On se transporte maintenant du côté d'Atlanta où on va miser sur un nouvel entraîneur-chef puisqu'on a embauché au cours de la saison morte Raheem Morris. Morris, qui était le coordinateur de la défense des Rams de Los Angeles lors des dernières saisons. Alors, pour Raheem Morris, Marc-André, ça va être une deuxième opportunité de prouver qu'il est calibre d'être entraîneur-chef du côté de la NFL. Parce qu'il y a longtemps de ça, il avait été entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, mais à ce moment-là, Raheem Morris était très jeune. Il était au début de la trentaine et une chose qu'on lui avait reproché, c'est justement qu'il était trop proche des joueurs, qu'il était trop ami avec les joueurs. Maintenant, il est plus vieux. On lui souhaite de connaître plus de succès que Josh McDaniels. Pourquoi je dresse un parallèle avec Josh McDaniels? C'est que McDaniels et Morris avaient été embauchés à titre d'entraîneur-chef lors de la même saison morte. À l'époque, McDaniels avait été avec les Broncos de Denver et Morris avec les Buccaneers de Tampa Bay, comme je viens de dire. Et les deux, ça s'était vraiment très mal terminé. Mais pour McDaniels, ça s'est mal terminé la saison dernière avec les Raiders. Il a été congédié avant la mi-saison. Alors, on espère que c'est pas ça qui va se répéter du côté de Raheem Morris. On espère qu'il a gagné en expérience
depuis la dernière fois qu'il était entraîneur-chef. Alors, on lui souhaite de connaître du succès. Et également pour Mathieu Bergeron, qui porte les couleurs des Falcons d'Atlanta. Et les Falcons, ben, ils ont été occupés durant la saison morte. On n'a pas le choix, Marc-André, de commencer en parlant de la position de carrière du côté d'Atlanta. On se souvient tous que lors du repêchage, on a surpris toute la planète NFL en sélectionnant Michael Penix en première ronde dans le top 10, alors qu'on venait de donner un contrat d'une valeur maximale de 90 millions de dollars à Kirk Cousins via le marché des joueurs autonomes. Michael Penix, apparemment, il a bien fait lors des mini-camps des Falcons d'Atlanta. Tu te souviendras, moi, je t'ai dit, dès qu'on a repêché Penix, éventuellement, au cours de la saison 2024, je crois qu'il va devenir le carrière partant. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es de mon côté maintenant ou tu continues de croire que Cousins va demeurer le carrière partant en toute la saison à Atlanta? Je te concède quelques livres, mais je suis pas de ton côté, Didier, donc fesse-moi pas. Non, mais non, sérieusement, Kirk Cousins, on a signé Kirk Cousins vraiment pour faire débloquer cette attaque-là, puis je pense qu'il va demeurer le quart euh, des Falcons toute la saison s'il est en santé. Évidemment, je sais pas, il se remet d'une blessure au tendon d'Achille, je sais pas comment, s'il sera même présent pour ou être complètement rétabli pour la semaine numéro 1. Mais Kirk Cousins est le quart des Falcons, selon moi, en 2024. Savais-tu, Didier, que l'année dernière, entre la semaine numéro 1 et la semaine numéro 8, Kirk Cousins était premier pour les passes de toucher dans la NFL, deuxième pour les verges par la passe, cinquième pour le pourcentage de réussite. Donc, c'est un quart élite, c'est un quart qui va faire débloquer cette attaque-là. On a des beaux jouets à Atlanta. On n'a jamais su comment les faire marcher, s'ils étaient à pile, s'ils étaient à électronique, peu importe, mais on a Bijan Robinson, on a Drake London, on a Kyle Pitts, on est allé chercher Darnell Mooney, on a Rondell Moore également comme jouet. Donc, on a vraiment une attaque diversifiée, bourrée de talent. Puis je pense que vraiment, Kirk Cousins, c'est la clé pour faire débloquer tout ça. Élite? Kirk Cousins, élite? T'es C'est un sûr? quart élite, c'est un quart précis. En tout cas, c'est beaucoup mieux que Desmond Ridder, quand même, ou tout autre quart qu'on a eu dernièrement avec les Falcons. Ouais, ben écoute, c'est certain que c'est mieux que Desmond Ridder. Là. Desmond Ridder, j'ai jamais compris pourquoi l'organisation de l'Atlanta croyait qu'il allait être en mesure d'être le carrière en partant. Mais je dirais pas que Kirk Cousins est élite. Bon, il est élite au niveau de son compte de banque, parce qu'il a touché gros lot combien de fois au cours de sa carrière, c'est tout à fait La incroyable. carte de Là. C'est crédit, Ouais, ses gains en carrière, c'est incroyable. Euh, mais Kirk Cousins, le fait qu'il revient d'une grave blessure, puis ça va être la même chose également pour Aaron Rodgers. Les deux ont subi une déchirure au niveau du tendon d'Achille. Kirk Cousins est arrivé plus tard qu'Aaron Rodgers. Les deux sont dans la dernière partie de leur carrière. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Là. Kirk Cousins, il est âgé de quel âge? Maintenant, il faudrait regarder. Mais il est dans la trentaine tout de même assez avancé, mi-trentaine, je crois, si je me souviens bien. Alors, est-ce qu'il va pouvoir jouer de la même façon qu'il le faisait avec les Vikings avant de se blesser? Même l'année dernière, il était victime d'un 35 ans, donc revirement près de la 35 ans que Cousin. Bon, c'est ça. Il revient d'une déchirure en tendon d'Achille. J'ai bien hâte de voir ça, de quelle façon il va jouer. C'est pas comme si sa carrière qui était mobile pour commencer. Mais l'année dernière, il était victime d'interceptions, de revirements près de la zone des buts au début de la saison. Puis ça avait coûté des matchs hein, aux Vikings du Minnesota. Alors, oui, il n'y a aucun doute que l'attaque d'Atlanta devrait être meilleure avec Cousins aux commandes comparativement à Desmond Ridder. La question est de savoir pendant combien de temps et est-ce qu'il sera complètement remis de cette blessure. Durant la saison morte, bon, en plus de l'ajout de Kirk Cousins, on s'est concentré sur la défense aussi. Parce que la défense des Falcons, on parle beaucoup de la position carrière. Ben, il y a eu des semaines où c'était un problème. On s'est concentré notamment à la position de demi-coin. On le voit avec Anthony Hamilton, avec King, l'ancien demi-coin des Packers de Green Bay, Kevin King. Et on a essayé également d'ajouter de la vitesse à l'attaque d'Atlanta avec les acquisitions de Randall Moore et de Darnell Mooney, anciennement des Bears de Chicago. Ce ne sont pas des receveurs qui sont imposants physiquement, mais ils sont rapides. Moore peut être utilisé de plusieurs façons avec des jet sweeps notamment. Ça, c'est une chose qui manquait à l'attaque des Falcons, je trouve, lors des dernières saisons. C'est qu'on n'avait pas on n'était pas rapide. Mis à part B. John Robertson l'année dernière, on n'a pas de joueur explosif. Drake London, je sais qu'il a été un choix de premier rond, mais c'est un receveur avec un gros gabarit.
il n'est pas un marchand de vitesse. Carl Pitt, je ne sais pas si ça va débloquer un jour. J'ai bien hâte de voir ça, mais peut-être avec Kirk Cousins, avec un nouveau coordonnateur, maintenant qu'Arthur Smith ne sera plus là pour sélectionner les jeux. Mais je crois que la vitesse manquait. Du moins, au groupe de receveurs de passe, c'est quelque chose qui manquait du côté des Falcons. On a aussi une excellente ligne à l'attaque, parmi les meilleures de la NFL, avec Mathieu Bergeron, entre autres, mais avec Jake Matthews. Bref, on a vraiment une ligne à l'attaque pour supporter Kirk Cousins aussi. Donc ça serait intéressant. Et Bijan Robinson, Didier, moi, je suis excité. On a dit qu'il aurait une utilisation, on l'utiliserait comme Christian McCaffrey. J'ai hâte Je de voir sais, j'ai ça, mais entendu aussi. mon Dieu, que je suis excité de voir ça. Vraiment, l'attaque des Falcons, c'est vraiment, même dans le cirque fantasy football, c'est vraiment une attaque vraiment intéressante. On a bien hâte de voir comment tout ça va se déployer, mais Bijan, sérieusement, j'ai hâte de voir l'an 2 de Bijan Robinson parce que pour moi, c'est le meilleur porteur de ballon de la NFL. En tout cas, c'est le porteur de ballon le plus talentueux de la NFL, selon moi, en ce moment, en termes de talent pur, là, n'en déplaise à Christian McCaffrey, justement. Il est effectivement très talentueux. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis on l'a vu, là, il y a eu certains jeux qu'il a fait l'année dernière. C'est tout à fait wow. C'est vraiment hallucinant. Je vais devoir le voir pour le croire qu'on va l'utiliser à la Christian McCaffrey. Je ne sais pas pourquoi, étant donné que c'est les Falcons, j'ai tout le temps des doutes. Bijan Robinson, ben, comme tu viens de dire, son talent, il est indéniable. J'ai hâte de voir son utilisation. J'espère qu'on va arrêter de remettre le ballon continuellement à Algier, qu'on va utiliser plus Bijan Robinson. Mais les Falcons sont intrigants, mais autant, comme tu l'as dit, on met sur une excellente ligne à l'attaque. Ben, à l'opposé, la ligne défensive, pour moi, Ah ouais. ça demeure un point d'interrogation. Ça fait des années, Marc-André, qu'on est à la recherche d'un chasseur de quart. Encore une fois, on a repêché Phoenix au 8e rang du repêchage, Ouais. alors qu'on aurait pu repêcher le meilleur chasseur de quart disponible. Et puis, on s'entête à pas repêcher des chasseurs de quart du côté des Falcons d'Atlanta. Alors, comment on va faire pour déranger les carrières adverses? Alors, peut-être que justement, on va se ramasser dans des matchs qui vont se terminer par le pointage de 35-30. Mais encore une fois, si tu n'es pas capable de presser les carrières adverses, tu vas te faire tailler en pièces. Oui, on a mis sous contrat des demi de coin, mais où sont les chasseurs de quart à Atlanta? Ça Mhm. fait longtemps qu'on n'en a pas repêché tôt au repêchage. Et je suis pas convaincu que ces demi de coin-là, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence. Peut-être que la Non. tertiaire va être améliorée, mais je suis pas convaincu que c'est vraiment des joueurs qui peuvent faire la différence dans un match. Donc oui, pour moi, Il n'y a moi pas de aussi, je Deion trouve que la Sanders, hein? défense. Non, c'est ça exactement. Et moi aussi, je pense que la défense, elle reste quand même suspecte. Ouais, écoute, on s'entend là-dessus. Maintenant, que pensent les partisans des Falcons à l'approche de la saison 2024? Ouf, on a peur un peu, là. On n'est pas sûr, là, du côté des partisans des Falcons. Puis on le voit ici dans le meme. euh, il y a un père qui veut apprendre à son enfant, justement, la responsabilité financière. Et puis là, les Falcons, qu'est-ce qu'ils font? Ben, voilà, ils vont repêcher un deuxième carrière après avoir donné 90 millions de dollars à Kirk Cousins. Mais c'est simple, encore une fois, question en vue de la saison des Falcons d'Atlanta. Ben, est-ce que Kirk Cousins pourra garder Michael Penix sur le banc, sur les lignes de côté pendant toute la saison? On en a discuté un peu. Toi, tu crois que oui, que Cousins sera l'homme de confiance du début à la fin de la saison? Moi, j'ai des réserves face à ça. En tout cas, on va pouvoir en parler tout au long de la saison, toi et moi. J'ai terminé mon plaidoyer, votre honneur. OK, parfait, excellent. Mais définitivement, un joueur qu'on veut voir connaître du succès dans l'uniforme des Falcons. Bien, écoute, c'est la fierté de Victoriaville. Mathieu Bergeron, l'ancien de l'Orange de Syracuse. Bergeron qui avait été un choix de deuxième ronde des Falcons en 2023. L'année dernière, il a connu une bonne saison, je crois, dans l'ensemble en tant que joueur recru. Mais comme il me l'avait dit lorsque j'étais allé à Atlanta le couvrir, tu sais, il me disait qu'il y avait une période d'ajustement. Et je m'étais entretenu avec Arthur Smith, l'entraîneur-chef des Falcons à l'époque. Il disait, écoutez, il faut se rappeler que Mathieu jouait à la position de bloqueur dans les rangs universitaires. Là, il fait la transition à la position de garde. Donc, on se doit d'être patient. Mais ce qu'il m'avait dit, c'est que Mathieu était très intelligent, il était très travaillant et qu'il était convaincu qu'il était voué à une belle carrière. Alors, il n'y a pas de raison de croire que Mathieu Bergeron ben, va pas continuer à s'améliorer lors de sa deuxième saison avec les Falcons, mais également sa deuxième saison à une nouvelle position, celle de garde. Moi, je m'attends vraiment à une brillante saison de la part de Bergeron.
Absolument. Moi aussi. J'ai bien hâte de voir Matthew Bergeron et même toute l'attaque des Falcons. Si vous avez quoi, 2 raisons d'écouter les Falcons, la première, Matthew Ah, Bergeron, la deuxième, Bijan Robinson, puis la troisième, ben, Didier, peut-être, Michael Penix. La Michael troisième, Michael Penix. Penix. Ouais, Lorsqu'il va devenir le Michael partant et Penix sur le remplir banc, le poste. sur Non, le non, banc, lorsqu'il ouais. va remplir le poste à Kirk Cousins. Et OK. puis les Falcons vont avoir le carrière réserviste de la NFL le plus payé. Et imagine-toi si ça arrive, comment ça n'aurait aucun bon sens. Ah, ben, écoute, ouais, on se souvient de Drew Bledsoe, Tom Brady, hein? Des Oui, choses comme ça. exactement. Ça Ouais. arrive, ça Ça peut arrive. arriver, oui. Non, mais Bledsoe, à l'époque, il y avait lui et Brett Favre qui étaient les deux carrières les plus payées de la NFL. Écoute, ça fait plus de 20 ans de ça, là, peut-être ma mémoire fait défaut là-dessus. Mmh Mais les deux avaient signé des contrats de 10 ans, 100 millions de dollars, ce qui est rien, là, mh. maintenant, 10 millions de dollars par année pour un carrière partant. Mais à l'époque, c'était faramineux comme contrat. Et malgré tout, on l'a cloué au banc lorsqu'il s'est blessé et qu'on a commencé à gagner avec le Tom Brady. Donc, on verra qu'est-ce qui va arriver. L'histoire n'est pas encore écrite pour la saison 2024 des Falcons d'Atlanta. La question de savoir maintenant combien de victoires les Falcons seront en mesure de décrocher. C'est quoi le over-under? Plus ou moins 9 victoires et demie pour les Falcons d'Atlanta. On rappelle que les Falcons n'ont pas participé aux éliminatoires depuis la saison 2017. Alors, Marc-André, 9 victoires et demie, plus ou moins, selon toi, pour les Falcons? Je les vois terminer au premier rang de la division, les Falcons, mais je trouve que 9,5, c'est beaucoup. 10 victoires Hmm. maintenant, je pense que ça va être une division assez serrée qui vont avoir des fiches autour de 500. Donc, je vais dire moins également pour les Falcons, mais je les vois quand même batailler pour le premier rang de cette division-là. Je vais aller avec moins, puis je vais te faire le même coup que je t'ai fait tout à l'heure. Moins, mais je vais dire 9. Alors, une victoire de plus que toi, mais moins que 9,5. Écoute, 9 victoires et 8 défaites, ça peut être suffisant, en fait, terminer au premier rang de la section sud de la nationale, probablement. Mais à cause de la défense, je ne peux pas endosser les Falcons à cause de l'unité défensive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème qui perdure depuis des années, puis on s'entête à ne pas vouloir régler ce problème, que ce soit via le marché des joueurs autonomes ou par le repêchage. Où sont les chasseurs de cartes? Qui va presser les carrières adverses de façon constante? C'est un élément clé, ça. Alors, pour cette raison-là, je vais aller avec 9 victoires du côté des Falcons en vue de la prochaine saison. Maintenant, les Saints de la Nouvelle-Orléans, oui, ils ont terminé avec une fiche identique avec les Buccaneers, mais toutefois, ils n'avaient pas le bris d'égalité, donc ils n'ont pas participé aux éliminatoires. Du côté des Saints, Marc-André, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la saison morte, leur saison morte m'a laissé sur mon appétit. Parce que finalement, c'est comme ça on a décidé de ramener tout le monde. Après avoir terminé avec une fiche de 9 et 8 l'année dernière. On regarde, bon, les nouveaux venus, les nouveaux arrivés. Bon, il y a Fuaga au niveau de la ligne à l'attaque, Talissi Fuaga, qui a été un des choix de première ronde. Il y a Cooley de McKinstry, demi de coin, ancien de l'Alabama, qu'on a repêché. Mais à part de ça, on n'a pas fait de grosses acquisitions du côté des Saints. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé de la saison morte du côté des Saints? Je vais t'avouer quelque chose, Didier, j'aime rien de cette équipe-là. J'aime pas l'entraîneur-chef, j'aime pas l'attaque, j'aime pas la ligne offensive qui va être la Moi, t'es pire direct. potentiellement de la NFL. J'aime pas la ligne défensive, j'aime pas la défense, j'aime pas le coach. Bref, j'aime rien de cette équipe-là. OK. J'aime pas les acquisitions ou les noms d'acquisitions qu'on a faites. Le travail j'aime pas le travail dans la saison morte non plus. Donc, j'aime rien des Donc, Saints de la Nouvelle-Orléans. les Saints, Oui. selon toi, vont pas participer au Ah, Super Bowl qui va avoir lieu à la Nouvelle-Orléans justement au mois de février. Hein? Dennis Allen, y a-tu un coach plus plate que ça? Sérieusement, là. Y a-tu un coach plus plate que ça? C'est le tofu, genre, dans ton assiette. Je veux dire, ça prend de la sauce, tu sais. Le tofu, tu peux le rendre agréable avec de la sauce, mais tu sais, c'est du tofu Jamais de ferme tofu dans avec mon rien assiette. dessus. C'est du Juste de la tofu ferme viande. avec rien dessus. On- OK, Je mange c'est des bon. vraies protéines, moi. Je mange des vraies protéines. Continue. OK, c'est bon. Mais tout ça pour dire que oui, selon PFF, Pro Football Focus, qui classe les lignes à l'attaque, ce sera encore une fois, ce sera la pire ligne à l'attaque, celle des Saints cette saison dans la NFL. Elle est au dernier rang en ce moment. La ligne défensive non plus, elle se fait vieillissante. Hein. Cameron Jordan, c'était bien cute il y a 5 ans, mais Ouais. maintenant, à 35 ans, il se fait vieillissant. Seulement 2 sacs du corps la saison dernière. On a ajouté Mhm. Chase Young, oui. Mais Chase Young, je pense de plus en plus qu'il ne sera pas le joueur d'impact qu'on croyait lorsqu'on l'a repêché assez tôt.
au repêchage, donc seulement 7,5 sacs l'année passée. La ligne défensive, oui, elle a réussi 29 revirements l'année dernière. C'était quand même dans les top défenses, dans le top 5 de la NFL. Mais vraiment, la ligne défensive, on n'a mis aucune pression. 34 sacs du corps, c'est dans le dernier tiers, c'est le quatrième plus bas total dans la NFL. Bref, on a beaucoup de trous du côté des Saints en attaque. J'aime pas Derek Carr, ça c'est une autre affaire. Mais bref, ouais, on a beaucoup de trous du côté des Saints. Ça Aimes-tu risque Taysom d'être une Hill, longue Alvin saison. Kamara? Il y a une chose que t'aimes du Camara, côté ça va. des Saints. Je, Ah. je vais vous parler d'un Saints tantôt au niveau fantasy, là, donc peut-être ce joueur-là, mais même j'aime Chris Olave, mais non, mais j'aime pas le Ouais. fait que ce soit Derek Carr qui lance les ballons à Chris Olave. Bref, mais non, mais ça va être une dure saison en Nouvelle-Orléans selon moi. Ouais, Carr avait bien terminé la saison régulière tout de même. Mais moi aussi, là, Derek Carr, bon, à cette sortie de sa carrière, on sait qui il est, là. C'est une carrière qui, par moment, est hésitant à attaquer les zones profondes. Il faut que la ligne attaque. Lui, il doit avoir une bonne protection. Parce que du moment qu'il se fait frapper le moindrement Derek Carr, ben là, il se met justement là, à compléter des courtes passes. Il tente plus de longues passes. Regarde, c'est difficile de ne pas être en accord avec tout ce que tu viens de dire du côté des Saints. Euh, écoute, la saison morte, c'est ça. Le Chase Young, c'est pas mal juste ça, le seul changement majeur qu'on a amené au cours de la saison morte. Moi, je crois pas que ça va bien cerner pour Dennis Allen, malheureusement, à la Nouvelle-Orléans. Écoute, que pensent les partisans des Saints, là, justement, de leur équipe? Ouais, ben, tu vois leur réaction quand ils sont assis devant leur téléviseur là, avec le visage là, de Kevin Hart, puis même l'emoji, on est comme, c'est ça, là. On a ramené tout le monde d'une équipe qui n'a pas participé aux éliminatoires l'année dernière. Il n'y a pas de grande amélioration. Une des raisons pourquoi on n'a pas été en mesure d'être actif au niveau du marché des joueurs autonomes du côté de la Nouvelle-Orléans, c'est qu'on est prêt à la gorge au niveau du plafond salarial. Alors Mhm. ça aussi, ça n'aide pas. Alors on le voit du pareil au même. Et la question du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans, je crois que la réponse, on vient d'y répondre. C'est vraiment ça. C'est du pareil au même. En fait, je pense, on a gagné 9 matchs l'année dernière. Ben, on va y aller tout de Non. suite, justement, avec l'over-under. Alors, over-under des Saints, plus ou moins 7 victoires et demie. Et on vous rappelle que les Saints n'ont pas participé aux éliminatoires depuis le départ, depuis la retraite de Drew Brees. Alors, Marc-André, tu m'as déjà répondu, je t'ai vu hocher de la tête. Pour toi, ça a moins de 7 victoires et demie pour les Saints. Je vais plus être un partisan des Panthers qui pourraient finir même devant les Saints cette saison. Ça pourrait arriver Ah ouais, selon moi. wow. Mais oui, ben on sait jamais, là. Mais tu sais, Ah, des choses plus 7,5, non, bizarres que ça sont déjà arrivées. on gagnera pas 8 matchs du côté des Saints, donc c'est un moins pour moi. Ben, écoute, si je veux être conséquent avec qu'est-ce que je viens de dire, je vais y aller avec moi, tout simplement du côté de la Nouvelle-Orléans. J'ai aucun engouement en vue en direction de cette équipe-là, de cette formation. Alors, 7,5, ouais, peut-être 6, 7 victoires, pas plus. Alors, on s'entend là-dessus. Alors, on va pas acheter des C'est actions comme quand des Saints. c'est comme quand tu t'en vas faire une commission que tu es obligé de faire que ça te tente pas, tu sais, ou un endroit, tu sais. Ouais. Comme aller au salon mortuaire, mettons. C'est comme, tu sais, tu y vas Ah pour... non, c'est un peu trop macabre, c'est un peu trop macabre. Un autre exemple, un autre. Un autre. Bref. Non, mais c'est comme aller à des places que tu veux pas aller. C'est ça, les Saints de Ouais, que ça te Nouvelle-Orléans, tente pas, selon moi. ouais. Tu vas à reculons. Tu vas à reculons. Exactement. À contre-cœur, mais pas la Ouais. ville. Ah, ouais, exact. C'est bien dit, à contre-cœur. Bon, ben écoute, les champions de la section sud de la nationale, ben, ça avait été les Buccaneers de Tampa Bay. On en a parlé tout à l'heure. Les Bucks qui ont été une surprise la saison dernière. Il n'y avait pas beaucoup d'attentes. On se demandait, bon, qu'est-ce qui va arriver? C'est la première saison sans Tom Brady. On a mis sous contrat Baker Mayfield. Baker Mayfield qui a parié sur lui-même parce que il était le carrière partant, si je me souviens bien, le moins bien payé de la NFL la saison dernière. Et puis là, il a été récompensé durant la saison morte. On lui a donné une prolongation de contrat. C'est bien mérité pour Baker Mayfield. Semble s'être bâti une niche à Tampa Bay. Toutefois, c'était juste une saison. Et ça, c'est une autre équipe qui n'a pas été très active durant la saison morte. En fait, Marc-André, si on a fait du côté des Buccaneers, c'est qu'on a re-signé tout le monde. Donc, on voit Graham Mhm. Barton
Ça a été un choix au repêchage, un centre qu'on a repêché. Euh, mais tout ça pour dire que oui, du côté des Buccaneers de Tampa Bay, ben, on a re-signé Mike Evans. On a donné une prolongation de contrat à Antoine Winfield Jr., qui est un des meilleurs maraudeurs de la NFL. Donc, on a re-signé nos joueurs vedettes, Baker Mayfield, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça va être suffisant afin de terminer au premier rang de la section? Qu'est-ce que tu as pensé de la saison morte des Bucks? On a probablement la meilleure défense de la division, selon moi, celle des Bucks, quand même. C'est pas une Ouais. division avec des grosses défenses comme on fait le tour depuis tantôt, on peut le voir. Euh, oui, ça va être difficile parce que je pense que les Falcons sont en ascension. Les Buccaneers, ce que j'ai aimé, c'est qu'on est allé dans la continuité quand même. On a le nouveau coordonnateur offensif depuis le départ de Dave Canales, c'est Liam Cohen, qui était le coordonnateur offensif des Rams en 2022, qui connaît quand même bien Baker Mayfield puisqu'il a joué quelques matchs. Baker Mayfield, on s'en souvient, en 2022 avec les Rams. Il était à l'Université Kentucky la saison dernière. Mais j'ai bien hâte de voir encore là, tu parles de continuité. Mike Evans a connu une grosse saison avec Baker l'année passée. Est-ce qu'on peut avoir encore cette même chimie-là? On avait une ligne à l'attaque douteuse du côté des Buccaneers. Je ne sais pas si elle s'est vraiment améliorée. Quoique Rashad White a quand même été payant. Moi, si je prends au niveau fantasy, ça a été un porteur de ballon. On lui a donné énormément d'opportunités, Rashad White. Il a bien fait Hmm. sans être vraiment spectaculaire. Il a fait ce qu'on lui avait demandé de faire, donc je ne sais pas. Oui, on est dans la continuité, mais je pense qu'on a peut-être perdu des plumes au profit des Falcons. Ouais, ben Rashad White, c'est simple, il n'y avait pas d'autres porteurs de ballon, là, ou presque. Donc, il n'y avait pas une grande moyenne de verges par course, mais en raison du volume, c'est la raison pour laquelle il était Mhm, productif en termes de fantasy football. Mais on se doit d'être meilleur avec notre attaque au sol du côté des Bucks. C'est un problème qui perdure. Même lors de la dernière saison de Tom Brady, on avait une des pires attaques au sol de la NFL. On a de la difficulté à courir avec le ballon. On a repêché un centre afin d'améliorer notre ligne à l'attaque. On est toujours sur Tristan Wirth, l'excellent bloqueur également. Alors ça va être quelque chose à observer du côté des Buccaneers, les performances de la ligne à l'attaque et l'attaque terrestre. Mais je suis d'accord avec toi concernant ton commentaire portant sur la défense des Bucks. Il y a même Todd Bowles, je lisais ses commentaires il y a quelques jours. Il disait que c'était l'unité défensive la plus rapide des Buccaneers qu'il a vue depuis qu'il est à Tampa Bay. Alors ça, c'est prometteur du côté des Bucks dans une division qui est faible. Alors, les Bucks, je crois qu'ils sont en bonne position peut-être pour répéter à titre de champion de section. Maintenant, qu'est-ce qui va être à surveiller du côté des Buccaneers de Tampa Bay? En fait, du côté de leurs partisans, quel est l'état d'âme des partisans? Ouais, ah, on n'a pas oublié Tom Brady, hein? Ah, pourquoi pas continuer de porter notre bague du Super Bowl mhm, qu'on a gagné grâce mhm. à Tom Brady? Alors, on est souriant quand même du côté des partisans des Buccaneers, comme tu l'as dit. La section est faible. Je pense que les Buccaneers ont des chances de terminer au premier rang de la section. Pour ce faire, toutefois, est-ce que Baker Mayfield pourra connaître une deuxième bonne saison consécutive? Parce que depuis le début de sa carrière, on a vu connaître des bonnes saisons, mais rarement que ça a été lors de deux saisons. Je trouve que c'est difficile de se faire une tête sur cette question-là, puisqu'on ne sait pas si c'est vraiment Dave Canales qui était vraiment le grand Manitou de cette Ouais. attaque-là ou s'il y a un peu de Baker Mayfield là-dedans. J'ai bien hâte de voir. Chose certaine, c'est que le calendrier sera plus difficile du côté des Buccaneers, vu qu'on a terminé au premier rang la saison dernière. J'ai regardé ça, puis 7 de leurs 10 premiers adversaires au box, c'est Vegas leur prédit un total de 9,5 victoires. Donc, on va affronter vraiment des bonnes équipes en début de saison, 7 des 10 premiers matchs. Donc, ce sera plus difficile. Donc, j'ai bien hâte de voir comment on va se tirer d'affaire du côté de Baker Mayfield. Personnellement, j'ai de la misère, comme je te dis, j'ai de la misère à me faire une idée. Mais en tout cas, je leur souhaite, je leur souhaite aux Buccaneers et à leurs partisans de connaître une aussi bonne saison. Ben justement, alors, plus ou moins 7 victoires et demie pour les Buccaneers de Tampa Bay. Les Buccaneers ont participé aux éliminatoires lors de leurs 4 dernières saisons. Alors, tout de même, c'est une belle séquence. Est-ce que ça va se poursuivre en 2024, Marc-André? Alors, plus ou moins 7 victoires et demie pour les Bucks et Baker Mayfield. Parce que je pense que la défense va être dominante, spécialement dans cette division-là. Je pense que je vais mettre un plus. On va gagner au moins 8 matchs, assurément, du côté des Bucks. Ouais, j'allais avec un plus, moi aussi.
8 ou 9 victoires, je crois que ça semble être réaliste du côté des Buccaneers. La seule chose, ma seule crainte, ben, c'est ça. C'est l'homme qu'on voit à l'écran, Baker Mayfield. Comme tu l'as dit, sans Dave Canales, est-ce qu'il va pouvoir répéter ses performances de l'année dernière? J'ai bien hâte de voir ça, mais en raison de, j'ai plus confiance en les Buccaneers que les autres équipes de la division. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est pour ça que je vais donner au moins 8 victoires aux Buccaneers de Tampa Bay. Ben, justement, on va jeter un coup d'œil maintenant à notre classement de puissance au niveau de la section sud de la NFC. Alors, pour nous, au podcast Le Sac du Corps, ben, les Bucks demeurent l'équipe à battre. Les Falcons sont la deuxième meilleure formation de cette division. Les Saints, troisième, les Panthers au dernier rang. Mais comme tu disais tout à l'heure de ton côté, si les Panthers devancent les Saints de la Nouvelle-Orléans au classement, ben, tu ne seras pas surpris. Non, puis on pourrait peut-être même voir les Falcons peut-être interchanger avec les Buccaneers aussi. Donc 1 et 2 interchangeables et 3 et Ouais. 4 aussi. Décomposables dans les deux sens, comme on dit. Non, mais j'ai écouté trop de loterie en fin de soirée. Fait que c'est ça. Non, j'ai bien hâte de voir. Les Falcons, les Bucks, clairement, sont les deux meilleures formations de cette division-là. Oui, bon, ben c'est parfait. Ben écoute, c'est ce qui conclut notre survol de la section sud de la NFC. Marc-André va être de retour dans quelques minutes. Mais tout d'abord, je vais répondre à vos questions. Encore une fois, je vous invite à m'envoyer vos questions en format, en vidéo, dans la mesure du possible. Si vous pouvez nous envoyer ça à l'adresse courriel du podcast, qui est tout simplement le sac du car à commercial gmail.com, le sac du car à commercial gmail.com. Et envoyez-nous vos questions en vidéo. On a une personne qui l'a fait cette semaine, alors écoutons cette question. Écoutons et regardons cette question. Salut Didier et toute l'équipe du Sac du Corps. Ma question, c'est concernant le changement de momentum qu'on a vu dans la dernière partie des Alouettes entre la première et la deuxième demi. Ça arrive souvent, là, même dans la NFL. Je voulais savoir, est-ce que c'est seulement l'insertion d'un nouveau joueur comme David Alexander qui a fait tout changer la donne, ça donne accès à un autre cahier de jeu pour les coachs, ou justement, c'est un énorme ajustement des coaching staff. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a deux équipes qui se présentent dans le même match? Donc, merci. Let's go les Alouettes. Merci à vous, Régis, de nous avoir enregistré cette question. Ben, c'est particulier. La semaine dernière, bon, tout d'abord, il y a eu plusieurs facteurs qui expliquent ça. Comment on a vu principalement deux équipes différentes lors de la même rencontre. Bon, la présence de Davis Alexander qui a été envoyé dans la mêlée en deuxième demi, c'est aucun doute que c'est la raison numéro un. Alexander ne perdait pas de temps afin de se débarrasser du ballon, mais aussi le fait que les Rough Riders de Saskatchewan ne le connaissent pas. Ça a joué en sa faveur. C'est la raison pour laquelle j'ai hâte de voir le match à Hamilton. On va avoir un peu plus de bandes vidéo. On va s'être préparé du côté des Tiger Cats. Alors, j'ai hâte de voir ça. Mais pour revenir à votre question, donc, l'arrivée d'Alexander dans le match, le fait qu'il décochait rapidement ses passes et aussi les ajustements apportés par la défense des Alouettes qui avait accordé 100 verges au sol aux Riders en première demi. Ça a été un jeu blanc en deuxième demi. On n'a accordé aucun point à la Saskatchewan. Alors ça, c'est dû aux ajustements par les entraîneurs, mais aussi une prise de conscience de la part des joueurs. Parce que je l'avais parlé à des joueurs à la mi-temps, et puis ils se disaient, bon, on se doit de mieux plaquer, on se doit d'être plus discipliné, on a des assignations, on se doit d'être responsable avec nos assignations, et ça, on l'a mieux fait également du côté des Alouettes. Puis il y a Marc-Antoine Dequoy qui me disait, il expliquait peut-être le lent départ de la défense dû à la semaine de congé. Il disait c'est comme s'il y avait un peu de rouille en première demi. Il trouvait personnellement du côté de l'unité défensive. Ben, on s'est vraiment replacé. Alors, c'est la raison pour laquelle ce sont des raisons qui expliquent, selon moi, pourquoi on a assisté à un match en deux temps la semaine dernière entre les Alouettes et les Rough Riders. Puis comme j'en parlais avec Marc-André plus tôt au cours de l'épisode, on avait assisté à un scénario similaire il y a quelques semaines contre les Stampeders de Calgary. Encore une fois, la défense qui ratait beaucoup de plaqués en première demi contre le jeu au sol, elle s'était ajustée en deuxième demi. Alors, encore une fois, Régis, merci d'avoir pris le temps de nous envoyer votre question par vidéo. On a une autre question, cette fois-ci, qui nous a été envoyée par courriel, et ça concerne l'avenir, finalement, de la Ligue canadienne. Alors, c'est Guillaume qui nous a envoyé ça. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, la survie de la Ligue canadienne à long terme passe par quoi, selon toi, Didier?
Passe-t-elle par des changements de règlement pour se rapprocher du football américain et le rendre plus excitant, ou bien de faire une forme d'association avec la UFL, ou bien encore des expansions aux États-Unis, comme l'a fait la Ligue canadienne de hockey, ou bien seulement de laisser le produit tel quel. Ben, merci beaucoup, Guillaume, pour cette question. C'est drôle, hein? La majorité des scénarios, ben, en fait, tous les scénarios que vous venez de mentionner ont été explorés par la Ligue canadienne. Il y a quelques années, on étudiait sérieusement la possibilité de changer les règlements, d'y aller avec du football à 4 essais. Du moment que ça s'est sorti dans les médias, au niveau des réseaux sociaux, ben, les partisans, eux, ne voulaient rien savoir de ça et ça fait en sorte que la Ligue canadienne a reculé, elle a laissé tomber cette idée, mais on étudiait fortement cette possibilité-là. Vous parlez de s'associer avec la UFL. Ça aussi, c'était quelque chose qui avait été discuté lors des dernières années. J'oublie c'était en quelle année notamment. On en parlait c'était avec la XFL. Si vous vous souvenez, la XFL avait été relancée avec The Rock. The Rock avait été brièvement un membre de l'organisation des Stampeders de Calgary il y a très longtemps de ça. Donc, on avait eu des discussions. Puis moi, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'il y avait des gouverneurs de la Ligue canadienne qui étaient très ouvert à cette idée-là, qui croit que la survie de la Ligue passait avec une association avec la XFL, mais depuis, bon, premièrement, ça ne s'est pas produit, le mariage entre la Ligue canadienne et la XFL. La XFL a disparu. Maintenant, il y a juste la UFL. En fait, on a absorbé quelques équipes de la XFL au sein de la UFL. Ce scénario-là a été étudié par les gouverneurs de la Ligue canadienne. Et vous avez parlé d'ajouter des équipes aux États-Unis. Il y a une trentaine d'années de ça, la Ligue canadienne avait fait cette expérience-là. Souvenez-vous, en fait, les Alouettes étaient les Stallions de Baltimore. Les Stallions ont donc déménagé à Montréal, ils sont redevenus les Alouettes, mais il y avait des équipes à Baltimore, à Shreveport, en Louisiane. Il y avait le Las Vegas Posse. Oui, la Ligue canadienne avait une équipe à Las Vegas au cours des années 90 et Anthony Calvillo, rien de moins, était le carrière partant de cette équipe-là. Donc, on a essayé de faire des expansions aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné. Donc, tous les scénarios que vous avez amenés, la Ligue canadienne les a essayés et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, pour ce qui est de la survie de la Ligue canadienne, il faut vraiment se poser des questions parce que les assistances sont en baisse. Je regardais les statistiques qui dataient de la saison 2011. Je faisais une petite recherche la semaine dernière. J'ai oublié c'est pourquoi concernant la saison 2011 des Alouettes. Une chose qui sautait aux yeux, c'était les assistances. Les assistances étaient régulièrement au-dessus de 20 000 personnes. Et je ne parle pas des assistances au Stade Russell Molson, je parle des assistances à travers la Ligue canadienne. Je crois, les Alouettes cette année-là avaient joué seulement 2 matchs euh, où est-ce que la foule était de moins de 20 000 personnes. Alors, si je me souviens bien, c'est la saison 2011. En tout cas, c'était frappant comment les assistances étaient beaucoup plus élevées qu'elles ne le sont présentement. Alors ça, c'est un problème que la Ligue canadienne a, et aussi d'attirer des jeunes partisans. Les jeunes amateurs de football, très souvent, sont des partisans de la NFL. Ils suivent la NFL, mais ne suivent pas la Ligue canadienne. Alors, je sais que depuis des années, la Ligue canadienne, lors des dernières années, met des efforts justement afin de rajeunir son bassin de partisans. Mais ça demeure un problème. Et puis, les équipes comme Edmonton qui en arrachent depuis plusieurs années, ça n'aide pas la Ligue canadienne, sans aucun doute là-dessus. Le marché de Toronto, jamais personne au match des Argonauts, ou à peu près. Ça, c'est pas bon non plus. On a de la difficulté à attirer des foules au BC Place, à Vancouver. Alors, on parle de 2 gros marchés, là, Toronto et Vancouver. À Montréal, ça va bien, ça va très bien au niveau des assistants. On espère que ça va se poursuivre comme ça. Mais oui, donc vous avez raison de soulever ces questions-là, mais malheureusement, les Canadiens a essayé tous les scénarios que vous avez énumérés et ça n'a pas fonctionné. Alors, j'espère que ma réponse vous a plu. Encore une fois, on vous invite à nous envoyer vos questions au podcast Le Sac du Car à l'adresse courriel lesacducar à commercial@gmail.com ou via mes réseaux sociaux. Alors maintenant, on va se tourner du côté du Fantasy Football en compagnie de Marc-André. Marc-André, qu'est-ce que tu as préparé pour nous cette semaine? Des joueurs qui pourraient connaître une éclosion cette saison, breakout pour les
les gens Mhm. en anglais. Donc, je commence à la position de corps arrière et je vais un peu te surprendre, Didier, parce que je vais parler de Will Levis. Tu vas me dire, j'ai pas voulu, j'ai déjà parlé d'Anthony Richardson, puis j'ai déjà parlé de Jaden Daniels, mais je veux vous parler de Will Levis. Partez pas en peur, je dis pas qu'il va devenir la prochaine réincarnation de Patrick Mahomes, mais mon point ici, c'est de vous prouver qu'il y a un chemin vers le succès, ou un chemin vers l'éclosion Je pour Will t'écoute, Levis. je t'écoute. Il est présentement le quart numéro 24 au niveau fantasy, absolument gratuit dans vos ligues fantasy. Ce que je veux apporter ici comme point, c'est qu'on a vraiment décidé de l'entourer cette saison avec, on a signé Calvin Ridley, on a fait l'acquisition de Tony Pollard, on a Calvin Ridley, on a Ty J. Spear, on est équipé en attaque du côté des Titans du Tennessee. L'année dernière, la ligne à l'attaque des Titans était vraiment exécrable. On a vraiment mis le focus là-dessus cette Ouais. saison. Sera meilleure, bien que pas très meilleure ou elle sera pas pire que l'année dernière. C'est ça ce que je veux dire. Elle va être améliorée, ça c'est sûr, assurément. Fait que je pense vraiment que Will Levis pourrait, avec un peu plus de temps, montrer ses qualités parce qu'il en a quand même des qualités. On le comparait quand même à Josh Allen lorsqu'il sortait du rang universitaire. Il avait un bras canon, il est mobile, mais c'était pas un produit fini. On a vu que Josh Allen, ça a pris aussi un peu de temps. Je dis pas que Will Levis va être Josh Allen, comprenez-moi bien, mais je veux dire que c'est quand même, il y a le même, c'est le même moule, disons, pour Will Levis. En ce moment, dans une ligue à 2 quarts, ce que je vous conseille de pas de repêcher Will Levis dans une ligue à 12 équipes, même vous le mettre sur votre banc, c'est peut-être juste de voir ce qui se passe au camp, voir ses performances même en début de saison. Mais dans une ligue à 2 quarts, si vous voulez mettre un quart sur votre banc, je pense que Will Levis peut être une bonne option. Moi, je suis pas un fan de Will Levis. J'ai rien contre lui personnellement. Je suis sûr que c'est un bon gars et tout. Ben, de qu'est-ce que j'ai vu sur le terrain, ça m'a vraiment laissé sur mon appétit. Mais je suis prêt à lui donner une autre chance parce que, comme tu l'as dit, la ligne à attaque des Titans du Tennessee était exécrable. Là, durant la saison morte, on a fait comme les Panthers à Caroline. On s'est concentré du côté de l'attaque afin de bien entourer notre jeune carrière, afin de lui donner vraiment une chance réelle de connaître du succès. Alors, j'ai bien hâte de voir si ça va fonctionner du côté des Titans qui ont congédié Mike Vrabel en plus. Alors, on a bien hâte de voir ça là, au Tennessee. Qu'est-ce que ça va donner avec Will Levis aux commandes de l'attaque? Est-ce qu'il y a un autre joueur, une autre position, un porteur de ballon, selon toi, pourrait éclore cette année en termes de fantasy football? Je vais faire à la fin du mois d'août mes joueurs que j'aime repêcher dans mes pools fantasy. Et ça en est un. Je vais essayer d'en trouver un autre. Mais James Cook, j'aime vraiment la perspective pour lui dans cette saison avec les Bills. Parce qu'avec les départs de Stephon Diggs, Didier et de Gabriel Davis, ces gars-là ont été ciblés 241 fois dans l'attaque aérienne des Bills. Donc, il y a des cibles, disons, il y a des ballons à prendre dans cette attaque-là. Et je veux pas encore là vous dire que James Cook, c'est Christian McCaffrey, mais vous vous souvenez que Christian McCaffrey, son année d'éclosion, c'était sa troisième saison. Il est passé de 2 touchés à 7 touchés, puis à 15, puis là, il est devenu le joueur qu'il était. C'est un peu le même genre, James Cook. C'est un porteur de ballon moins imposant, certes, mais c'est un joueur efficace dans le jeu aérien, qui est quand même assez explosif également au sol. Et je vois avec Joe Brady la saison dernière, le coordinateur offensif, on a vu vraiment une augmentation des courses et des passes une fois que Joe Brady a pris les commandes de l'attaque des Bills. Ça c'est intéressant. Joe Brady était même l'adjoint en Nouvelle-Orléans avec un certain Alvin Kamara au poste de porteur de ballon. Mhm. Je fais des liens ici en vous disant que c'est peut-être encore un genre de J'aime les Alvin parallèles, j'aime Kamara ça. exactement qu'on pourrait retrouver avec les Bills. Le point névralgique, vraiment, j'en ai parlé en ce qui a trait à Christian McCaffrey, c'est les touchés. Parce que Josh Allen a 15 touchés au sol l'année dernière. Est-ce qu'il peut en donner, disons, 5 à James Cook? Est-ce que James Cook serait utilisé aussi dans la zone début, à la porte début? C'est ça qui est intéressant du côté des Bills. On aime avoir un gros porteur de ballon. L'année dernière, on nous a fait chier fantasy avec des joueurs comme Leonard Fournette qu'on a ramené ou des joueurs comme Latavius Murray. Cette année, on a été chercher, on a repêché Ray Davis, quand même un porteur de ballon imposant avec les Bills de Buffalo. Mais mon point, c'est que c'est le porteur de ballon numéro 12 en ce moment. Euh, euh, c'est le porteur de ballon numéro 12 au niveau fantasy, James Cook, et je le vois assurément terminer dans le top 10, voire pas trop loin du top 5, peut-être 6, 7, si vraiment tous les éléments sont en place du côté des Bills.
Ouais, bon, on a parlé en long et en large des Falcons d'Atlanta et tu crois que ça y est, là, ça pourrait être l'année où Carl Pitts, non pas Carl Pitts, Drake London va éclore. C'est correct, tu voulais pas que je parle de Zach Moss. T'as quelque chose contre Ah oui, Zach Zach Moss Moss, oui, c'est vrai, oui, des Bengals de parlons-en de Zach Cincinnati? Moss. Oui, Il est le anciennement porteur, des Bills de Buffalo notamment. entre autres, et des Colts d'Indianapolis, porteur de ballon numéro 28 au niveau fantasy en 6 départs l'année dernière avec les Colts. Il a obtenu en moyenne 23,7 opportunités par match. Ça s'est traduit par 16,8 points fantasy en PPR, donc on obtient un point de plus pour des attrapés. Je vais juste faire un parallèle avec Joe Mixon dans l'attaque des Bengals l'année dernière. Il a terminé, veut pas, en format standard, comme porteur de ballon numéro 5 au total. Joe Mixon l'année dernière a obtenu 31 opportunités à la porte des buts en 2023. Ça, c'était bon pour le premier rang chez les porteurs de ballon dans la NFL. Je dis juste que vraiment, il y a vraiment dans cette attaque-là, dans une attaque explosive, il y a des opportunités à avoir près de la zone des buts. Et je pense que Zach Moss est vraiment bâti pour ce genre de travail-là. Maintenant, le rôle de Chase Brown, ça sera quoi? Parce qu'on a vu dernièrement les échos au camp en ce moment des Bengals nous dit que Chase Brown obtient beaucoup de temps de jeu avec la première unité. Je suis pas encore en train de paniquer, je suis pas rendu là parce que c'est quand même juste le camp d'entraînement. Ça sera une situation à vraiment à surveiller dans les prochaines semaines. Mais je pense encore que Zach Moss, comme porteur de ballon numéro 28, on parle ici d'un choix de 9e, 10e ronde. Je pense que c'est un bon parti. Il pourrait connaître une bonne saison. Ouais, j'aime ta logique là, avec le départ de Joe Mixon, toutes ces courses-là près de la zone de début. Moi, j'ai l'impression que c'est Moss. On va remettre le ballon à Moss. Au coup, ce Chase Brown n'est pas imposant physiquement. C'est un bon joueur de football, un excellent receveur en sortant du champ arrière. C'est un joueur à qui tu veux remettre le ballon sur des passes pièges, dans de l'espace. C'est là qu'il est à son mieux. Donc, en raison de son petit gabarit, c'est pas vraiment à lui que tu vas remettre le ballon là, près de la zone de début. Il faut aller chercher 2, 3 verges avec l'attaque terrestre. Donc non, je crois vraiment que Moss va avoir une bonne valeur en termes de fantasy football. En tout cas, je suis d'accord avec ton analyse à propos de Zach Moss. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis on sait que l'attaque des Bengals devrait être explosive, donc on devrait être présent dans la zone critique assez souvent. Si Joe Burrow peut rester en santé, là, ça c'est toujours le gros si à Cincinnati. Bon, maintenant, ben, parlons-en de Drake London là, pour de vrai le receveur maintenant de troisième année là, des Falcons d'Atlanta, si je ne me trompe pas. Alors, tu penses que finalement, ça va débloquer pour le Drake London? Il a connu de bons moments, mais il n'y a jamais eu de stabilité, du moins, il n'a jamais joué avec de grands quarts depuis le début de sa carrière. Là, tu penses cette année, ça devrait aller mieux. C'est un choix populaire dans le cercle fantasy comme éclosion, disons, pour Drake London. Et avec raison, il est maintenant attaché à un quart vraiment, un meilleur quart arrière, Kirk Cousins. Il devrait passer toute la saison comme quart numéro 1 des Falcons. Didier, qui devrait passer toute la saison comme quart numéro 1 des Falcons, qui devrait passer toute la saison comme quart numéro 1 des Falcons, Kirk Cousins, Didier, je l'ai... Il faut dire que l'année dernière, vraiment, Drake London, depuis son entrée dans la NFL, n'a vraiment pas été gâté en termes de carrière. En 2022, il était hors du top 100 pour les passes qu'on dit attrapables. Et en 2023, il est terminé au 68e rang pour les passes attrapables. Donc, ça s'est traduit par le receveur numéro 42 l'année dernière. Le seul bémol en ce moment, c'est que Drake London, faut que vous payiez ça cher dans vos pools fantasy. Et vous allez devoir même le payer cher, selon moi, rendu au mois d'août, début septembre. C'est un choix de deuxième ronde en ce moment. C'est le receveur numéro 16. Est-ce que je suis prêt vraiment à investir en Drake London? Personnellement, je suis encore hésitant parce que je pense qu'il y a d'autres receveurs de passe qui sont plus sûrs. Mais oui, il a les atouts, il est talentueux. Et si, avec Kirk Cousins, vraiment fait débloquer cette attaque-là, ben, je pense que Drake London, oui, pourrait connaître une grande saison cette T'as vu, j'ai pas mordu à l'hameçon, hein? T'as répété année. Kirk Non! Cousin, Kirk Cousin. Tu pensais que j'allais dire non, Michael Penix, Michael Penix. Non, non, non. Non, non. Mais je suis confiant que oui, Drake London, on va assister à son éclosion. Mais ce sera avec le carrière qui porte le numéro 9 plutôt que le carrière qui porte OK. le numéro 18. Parfait. On Parfait. va C'est pouvoir noté. observer ça pendant toute la saison. C'est bon. Alors Le pire, maintenant, c'est il y que a receveur du tu côté. m'as tellement eu, je pensais que tu m'entendais pas. Genre, tu bougeais pas, j'étais comme crime, je me trouvais Ouais, drôle, non, quoi. non, mais Puis honnêtement, j'étais... c'est quoi?
je regardais quel était le prochain joueur que tu allais parler, puis là, j'étais comme, pourquoi il répète Kirk Cousins continuellement, puis ça m'a pris trop de temps pour allumer, puis là, j'étais comme, là, je vais pas l'interrompre, je vais juste attendre qu'il finisse de parler pour lui dire. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça qui est arrivé, c'est ça, je regardais vraiment la feuille de route, puis Mm. je suis un peu perdu le fait de qu'est-ce que tu disais. Mais bon, maintenant, un receveur de passe du côté des Saints qui s'appelle pas Chris Olave, mais tu crois qu'il pourrait nous éblouir cette année? Receveur totalement gratuit, receveur 50 niveau fantasy. Je veux vous parler de Rashid Shaheed. Euh, L'année dernière, Rashid Shaheed a été l'un des meilleurs receveurs de passe dans les zones profondes dans la NFL. Et cette année, il a l'occasion de devenir le receveur numéro 2 avec le départ de Michael Thomas dans l'attaque des Saints de la Nouvelle-Orléans. Mhm. Je veux vous parler maintenant de l'arrivée de Clint Kubiak. J'ai dit que j'aimais pas grand-chose de cette attaque-là tantôt. Maintenant, je vais vous faire un peu l'avocat du diable en vous parlant de Clint Kubiak, qui amène avec une attaque, on va dire, plus rythmée. Parce que l'année dernière, le problème avec les Saints, c'est que leur attaque était lente. On jouait lentement, on prenait notre temps. Ça a vraiment causé des problèmes à l'attaque, puis ça a fait que l'attaque n'était vraiment pas efficace. Là, avec l'arrivée de Clint Kubiak, qui arrive de San Francisco, et San Francisco était parmi les meneurs pour la vitesse du jeu. Et on mettait également beaucoup de receveurs en mouvement. On était très créatif avant la levée du ballon du côté des Niners de San Francisco. Donc, pour moi, ce que ça me dit, c'est que Rashid Shaheed pourrait vraiment éclore dans cette attaque-là. Oui, il va être une cible de choix dans les zones profondes, mais il pourrait avoir davantage de courtes passes ou des passes dans des zones intermédiaires également. C'est un choix de 14e ronde, donc dans un pool à 12 formations, vous ne repêchez pas Rashid Shaheed, mais ça peut être disons, un bon billet de loterie, un lancer d'or en fin de repêchage chez Chaud, puis quitte à le mettre sur votre banc, si ça fonctionne pas, simplement le libérer lors de la semaine numéro 2, mais je prendrais peut-être une petite chance. Il a du potentiel, il est rapide, ça c'est sûr. Clint Kubiak est le fils de Gary Kubiak. Oui. Gary Kubiak, qui avait été l'entraîneur-chef des Texans de Houston, mais surtout, il avait été coordinateur à l'attaque de Mike Shanahan au cours des années 90, lorsque les Broncos de Denver ont gagné 2 Super Bowls consécutifs. Et donc, il y a un lien entre la famille Shanahan et la famille Mm. Kubiak. Hein? Alors, Kyle Shanahan, on a vu que Clint Kubiak avait travaillé avec Kyle Shanahan. Donc, j'imagine que ces deux-là se connaissent depuis très longtemps, étant donné que leur père a travaillé ensemble, qu'ils sont de bons amis. Alors, tout ce monde-là, ben, ça vient du même système. Alors, ce serait intéressant de voir comment ça va Mais, permettre à Rashid Shaheed de connaître une belle en- saison. sans, mais sans ligne à l'attaque, on n'aboutit pas à grand-chose. Mais à suivre. Ouais, ouais, effectivement, on va voir ce qui sera donné du côté de la ligne à attaque des Saints de la Nouvelle-Orléans. Et le dernier joueur dont tu veux nous parler, ben, c'est un ailier rapproché. Pas la première fois cette saison ou cet été que je vous parle de Dalton Kincaid, mais je veux en reparler parce que je pense qu'il va connaître vraiment une grande saison. L'allié rapproché numéro 5 en ce moment au niveau fantasy. Et Kincaid, l'année passée, a terminé deuxième pour les ballons en sa direction derrière Stephon Diggs. Il a obtenu près de 6 ballons par match sous Joe Brady. Ça, c'est important et c'est intéressant. Est-ce qu'il peut devenir la cible numéro 1 même de Josh Allen cette saison? Parce qu'on a beaucoup de points d'interrogation à la position de receveur de passe ou de receveur éloigné du côté des Bills. Et je lisais des entrevues de Dalton Kincaid qui se plaît dans l'attaque. On dit everybody eats offense. Donc, on va vraiment distribuer le ballon du côté des Bills, mais que je pense que Kincaid pourrait émerger, pourrait être vraiment la cible de prédilection dans les moments critiques de Josh Allen, voire à la porte des buts. Les échos au camp sont dithyrambiques à son endroit. Il connaît un excellent camp. Et selon moi, Dalton Kincaid, avec Trey McBride, avec Mark Andrews, Travis Kelce Hmm. et Sam Laporta, il est l'un des 5 ailiers rapprochés qui, selon moi, pourrait terminer au premier rang au total à la position. Donc, pour moi, Dalton Kincaid, en ce moment, il est le moins cher du quintet. Donc, pour moi, Dalton Kincaid devient un choix intéressant. Je pense vraiment qu'il va éclore cette saison lui aussi. Ouais, c'est fort possible parce que du côté des Bills de Buffalo, qu'est-ce que je lisais, c'est qu'on va utiliser beaucoup moins de formation avec 3 receveurs de passe qu'on ne l'a fait par le passé. Gabe Davis n'est plus là, notamment. Alors, on veut miser sur des formations avec 2 ailiers rapprochés avec Kincaid et Dawson Knox. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je crois que Dalton Kincaid
pourrait rapporter à ses propriétaires en termes de fantasy football. Ben voilà, Marc-André, on a fait le tour. Excuse-moi de t'avoir laissé tomber quand tu parlais de Drake London et Kirk Cousins. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on enregistre le podcast en fin de soirée cette Ah, mais tu semaine. sais, Alors, il tu sais, faut que je m'ajuste à ça. Là. je fais beaucoup de blagues dans la vie, tu sais, mais tu sais, frapper une moyenne de 300 au baseball, là, c'est trois bonnes blagues sur 10. Celle-là, c'était moyen. Je l'assume. Me suis trouvé drôle. L'important, c'est que moi, Ouais, me sois trouvé drôle. ouais, ben, en tant que comédien, tu vas avoir une plus haute moyenne au bâton avec tes blagues. Yeah. Parce que, OK. imagine-toi, là, si tu regardes une émission, un show de stand-up, puis le comédien Mhm. a juste 3 bonnes blagues sur 10. Ça va être long. Ouais, Ça va être effectivement, long. effectivement. Je vais m'en souvenir. Je vais m'en souvenir. C'est la morale. Ouais, ouais, fais comme les comédiens. Continue de travailler tes Ouais. blagues, de travailler sur ton C'est matériel. bon. Ouais. C'est bon. Ouais, ben, C'est bon. Marc-André, un gros merci encore une fois. Et on remercie les gens qui ont écouté cet épisode du podcast ou qui l'ont regardé encore une fois. Comme je vous l'ai déjà dit lors des dernières semaines, on tente de bâtir une communauté football ici au podcast Le Sac du Cœur. Alors, partagez les liens que j'envoie sur mes réseaux sociaux avec vos amis qui sont des mordus de football, des partisans des Alouettes ou des fans de la NFL. Alors, on espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. On vous reparle la semaine prochaine.